Élevé, la plateforme de l'heure. Le 4. Avec votre boy Tony. Shout out Larry derrière la cam. Élevé, la plateforme de l'heure. Aujourd'hui avec le 4. Tony, shout out à Larry derrière la cam. Yes sir. Puis une belle émission aujourd'hui. On a l'invité Thomas Simon Salier avec nous, musicien. Plusieurs cordes à son arc, plusieurs chapeaux, fait de la musique depuis 2019 à peu près, si je me trompe pas. Ouais, depuis que je suis au Canada, j'ai un projet sous mon nom. Ouais. Nice, exactement. Puis t'es pas du Canada originalement, là. Non, malheureusement, mon accent me trahit très vite. Ouais, c'est ça se reconnaît. Tu es de France, quelle région exactement? La Haute-Savoie. Haute-Savoie, ok. On connaît moins ça ici, mais je sais que hors caméra, tantôt tu m'en parlais. Près de Chamonix, ouais, Annecy, tu vois, la région du ski, les montagnes, à côté de la Suisse, tu vois. C'est ça, Chamonix, moi, ça m'allume une petite ampoule parce que dans les boys, quand on a grandi, ils font une petite blague avec ça, là. On dit pas Chamonix, Chamonix. Il y a un petit gag. Ouais, chez nous, on prononce pas les X à la fin des noms. Exactement. C'est très bizarre, mais ouais, on dit Chamonix, pas Chamonix. Cool. Ben, bienvenue sur la plateforme. Écoutez, merci de m'accueillir, les gars. Il y a une bonne ambiance, une bonne vibes. C'est important ici. pour nous. Le podcast est élevé. On est là pour élever les gens, les auditeurs, nous autres aussi. Puis avoir des conversations intéressantes là, où ce qu'on peut aller un petit peu partout. Je sais que toi, tu as fait l'école de musique, si je me trompe pas. C'était quoi le nom de l'école? Oh mon Dieu, moi j'ai fait plusieurs écoles de musique. J'ai fait le conservatoire quand j'étais jeune à Annecy, en Haute-Savoie. Et après, j'ai fait une licence à Paris, à l'université de Marne-la-Vallée. Après, j'ai fait un master à l'université de Lyon 2. Et j'ai fini par une thèse à l'université de Genève. Wow, Donc ok. des universités plus que des écoles de musique classiques. OK. Fait qu'on parle en tout de peut-être combien de temps d'école dans la musique? 5 ans? En tout, mes études de musique, moi j'ai commencé à faire j'étais au secondaire musique, donc secondaire musique 3, plus 3, 6, plus 2, 8, plus 6, ouais, 18 ans de musique, d'études de la musique en tout, ouais. C'est solide, ça. Fait que tes connaissances sont assez variées, là, j'imagine. Ouais, je connais quelques trucs. Fait que beaucoup d'instruments. Tu fais-tu aussi de la production, du mixing, du mastering? Ouais, je fais des mix, des mastering depuis 2012. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé mon premier album pour un artiste français qui s'appelait Tomislav, à qui je fais des bisous. Shout-out à toi. Ouais, à 20 ans, j'ai produit mon premier album et du coup, je produis régulièrement des disques. Les gens me demandent de faire des mix ou des mastering pour leur tune, quoi. OK. Puis autant en Europe, en France qu'ici à ouais, Montréal. maintenant, je commence à avoir... j'en ai fait pas mal déjà des mastering et des mix ici au Canada. Tu vois, Yes. j'ai fait pour plusieurs groupes et artistes de Montréal. Donc ouais, je fais de la prod. Un peu moins maintenant parce que je suis devenu papa et du coup, t'as beaucoup moins le temps de faire ça, quoi. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que ouais, j'aime bien le mix et le mastering, quoi. Cool. Puis t'es un artiste aussi, si je me trompe pas, là. Oui, malheureusement. Puis comment tu décrirais ton style musical? En fait, j'ai différents projets, mais mon style sous mon nom, c'est vraiment de la chanson francophone, mais qui aussi avec des influences très diverses, autant rock, pop que des fois rap ou électro, donc de la chanson, on va dire, moderne, quoi. Cool. Vraiment intéressant. Je pense qu'il y a un bon parcours à développer là-dessus. On parlait justement off-cam tout à l'heure dans une... en fait, là, tu nous parlais un peu de ton parcours. Tu me parlais un peu de musique tout à l'heure. Là, on parlait de la musique de l'Inde. Là. Peux-tu nous expliquer un petit peu c'était quoi la thèse, si on peut dire comme ça? Ouais, j'ai étudié en fait la musique indienne pendant que je faisais ma thèse. En fait, je me suis intéressé à l'appropriation de la musique hindoustanie par le rock psychédélique. Pour faire simple, comment les hippies utilisaient les instruments indiens, tu vois, genre comment les Beatles, les Rolling Stones utilisaient le sitar, par exemple, ou les autres instruments. Donc, ouais, alors faut savoir, la musique indienne, c'est un truc, mais assez incroyable. Bon, il y a deux musiques en Inde. T'as la musique hindoustanie au nord, c'est là où t'as le sitar, Ravi Shankar, tous ces trucs-là. Et t'as la musique carnatique au sud, c'est deux musiques totalement différentes qui fonctionnent pas du tout ensemble. Et en fait, la musique de l'Inde du Nord a eu énormément de succès dans les années 60, c'est quand Ravi Shankar a joué au Monterey Pop Festival, quand de nombreux musiciens indiens ont ouvert des écoles de musique à San Francisco ou à Londres. Donc en fait, moi je me suis vraiment intéressé à voilà comment tous ces musiciens des années 60, 70 et même jusqu'à aujourd'hui, parce que je me suis arrêté en 2017, prenaient des éléments de la musique indienne dans la musique occidentale et comment ils la faisaient fonctionner, tu vois. Genre comment ils accordaient les instruments, qu'est-ce qu'ils prenaient de la musique en fait. Est-ce qu'ils prenaient leur gamme, est-ce qu'ils prenaient les rythmes, est-ce qu'ils prenaient juste les instruments et qu'est-ce qui les intéressait là-dedans en fait.
Ouais, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influences quand tu parles des Beatles, Ouais. on parle de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix aussi, Tout- il y a beaucoup de morceaux qui sont. If Six Was Nine, par exemple, de Jimi Hendrix, c'est un morceau qui est inspiré de rythmique issu de la musique indienne, par exemple. Ok, ouais, très intéressant. Donc ouais, ils sont beaucoup intéressés à ça, ben, pour plein de raisons, tu vois, je peux en parler pendant 2 heures, mais en fait, c'est vraiment intéressant de. Moi, je trouve ça magique, en fait, comment certaines musiques se rencontrent et qu'est-ce qu'elles prennent les uns des autres, parce qu'en fait, même si les musiciens du rock psychédélique ont pris des choses de la musique indienne, les Indiens, eux, ont fait de la musique psychédélique aussi. Il y a eu des groupes comme les Trojans qui faisaient du rock Beatles, mais c'était des Indiens, tu vois. Et en fait, c'est extrêmement marrant de voir comment les cultures musicales se prennent des choses les unes aux autres, tu vois. Mm. Parce qu'au final, la musique est universelle, hein, Ouais, c'est bah, un la musique, langage c'est universel. un langage qui est différent selon les cultures, c'est ça certes, mais voilà, des instruments vont se retrouver dans d'autres cultures alors qu'ils n'ont rien à y faire. Par exemple, Mm. dans la musique irlandaise, il y a le bouzouki. En fait, c'est un instrument turc. Et ça a apparu dans la musique irlandaise dans les années 60 parce qu'en fait, il y avait un musicien irlandais qui était en tournée à Paris, qui a cassé sa guitare et qui était bourré, qui est rentré dans un magasin de musique et qui a pris un truc, il croyait que c'était une guitare alors que c'était un instrument turc. Puis il en a joué pendant le concert et du coup, c'est resté dans la musique, tu vois. Et en fait, je Wow. trouve ça magique, tous ces petits accidents qui font que tu, tu crées des nouvelles choses en fait et que la musique évolue et est toujours vivante. Je pense que l'évolution même hors musique, dans la vie de tous les jours, c'est un peu comme ça que ça se passe aussi. Il y a des choses des inconvénients, comme tu as dit, il n'y a pas sa guitare, il prend un autre instrument. La vie, je pense qu'elle est bâtie comme ça, l'évolution. Des fois, il y a des accidents, puis ça nous amène à essayer quelque chose d'autre, à nous améliorer. Puis c'est vraiment intéressant. Musicalement, surtout, là, on est là-dessus. Oui, très intéressant. Puis tu as mentionné un bon point, le mot psychédélique dans ces années-là, 60, 70, là, il y avait beaucoup d'influence. Puis c'est vrai que dans la musique indienne, il y a comme quelque chose qui nous transporte, comme l'énergie derrière ça. C'est un Ouais. peu ambiant comme musique. Puis eux, ils l'ont utilisé vraiment à leur avantage. La période hippie, ben, c'était vraiment ça, le but, la musique Le vibe, ouais. ambiante, le vibe, exactement comme on dit. Vraiment intéressant. Puis toi, c'est quoi qui t'a amené tout ça? Là? On parle beaucoup de musique, tu as fait 18 ans d'études. C'est quoi l'élément déclencheur qui te dit, là, ah ouais, moi, c'est vraiment la musique qui m'interpelle? Waouh. Bah en fait, j'étais un horrible garnement quand j'étais adolescent, tu vois. Et après avoir été viré de l'école, j'étais viré du secondaire et fallait m'occuper, tu vois. Donc mes parents m'ont acheté une guitare et j'ai plus fait que ça, en fait, tu vois. Genre, j'ai commencé à jouer de la guitare et j'avais un prof privé qui me donnait des cours, tu vois, qui était un vieil arménien et qui a vu que j'étais doué et qui m'a tout de suite appris à jouer de la basse, du piano, qui m'a montré la batterie, comment ça fonctionnait. Et très vite, tu vois, je me suis retrouvé à 16 ans à savoir jouer de 5 6 instruments, à être pris au conservatoire et à vraiment faire que ça, tu vois. Genre, j'allais à l'école, on avait des heures de musique dans les semaines qui étaient aménagées pour qu'on aille au conservatoire, pour qu'on fasse de la musique. Donc, ouais, moi, j'ai vraiment fait que ça, quoi. Et je sais faire que ça, tu vois, c'est triste, tu vois, j'ai aucune idée de comment on répare un toit, mais tout le matos qui est là, tu vois, je peux le faire fonctionner. Tu vois, donc c'est chouette. Bon, maintenant les IA savent le faire à notre place, mais ouais, je sais faire que de la musique, je sais enregistrer, produire, je peux t'écrire des partitions pour des orchestres, je peux faire tout ce que tu veux dans la musique. Malheureusement, en dehors de la musique, je sais pas faire grand-chose. Mais vas-y, Antoine. Mais tu vois, qu'est-ce que je trouve intéressant aussi, tu parlais du AI, puis comment ça va justement avoir un impact sur l'industrie de la musique, peut-être de ce sens-là, de plus faire fonctionner les machines, puis master, etc. Mais qu'est-ce que je trouve cool justement de ton côté, c'est que tu parles du fait que tu es songwriter, fait que tu fais les chansons aussi, puis on sait qu'en ce moment, il y a la musique qui s'en vient avec les AI, qui t'aident un peu à modeler ta chanson, puis à faire ta chanson, etc. Mais il y a une chose que je trouve qu'il va toujours manquer, c'est comment on est capable de transporter l'émotion par la voix qui va être effectuée. Comme si, exemple, un AI, on va dire, va générer une chanson faite à la base de, on va dire, la voix d'un tel artiste, etc. On dirait qu'ils sont jamais capables vraiment de recréer cette énergie-là qui est transférée par la voix, cette émotion-là, de le faire ressentir. Est-ce que tu trouves que dans tout ça, dans le AI, puis tout, il y a quand même beaucoup d'allées que les artistes vont quand même pouvoir aller, puis pas se faire remplacer par Je, par des robots, si on peut dire ça comme ça, des AI. Personne n'a l'idée de ce qui va se passer avec les IA. Est-ce que ça va être une révolution incroyable ou est-ce que ça va être un flop considérable? Est-ce que ça va juste rester un gadget? Le problème, c'est que
faire de l'art avec des IA, on va y aller forcément, tu vois, parce que c'est quand même un truc rapide. Je pense que toutes les pochettes d'albums maintenant qui sont faites avec des IA, ça remplace les graphistes. Les musiciens vont être remplacés aussi, les producteurs, et maintenant ils ont des IA qui mixent les morceaux à ta place, qui font les masterings à ta place. Bon, pour l'instant, c'est un peu gadget, ça sonne correct, mais sans plus. Mais dans quelques années, si ça s'améliore, ça va remplacer les producteurs. Et après, il y a plein de musiques d'IA et tu le sais pas en fait. Genre, j'avais vu un article sur Spotify que ils avaient mis il y a des centaines de milliers de morceaux faits par des IA qui sont écoutés par des robots. Tu vois, genre, c'est l'industrie de la musique a créé un truc, tu vois, une espèce de vortex pour générer de l'argent en créant des IA avec des robots qui les écoutent. Où est-ce que ça va vraiment aller, quoi? Est-ce que ça va être juste des anecdotes comme ça ou est-ce que bientôt on écoutera des artistes IA qui n'existent pas comme. Il y a des mecs qui sont abonnés à des OnlyFans faites par des IA, quoi. Ouais. C'est dingue, quoi. Genre, waouh! Et qu'est-ce que ça va être? Mais bon, au Japon, il y a des gens qui sont fans d'un hologramme qui chante sur scène, tu vois. Qu'est-ce que les hommes vont aimer? Est-ce qu'ils vont être amoureux de cette nouvelle technologie? Est-ce que ça va leur rappeler des choses? Est-ce que ça va être abandonné très vite? Ouais. On sait pas. On est un peu comme au début de Jurassic Park, tu vois. Un truc horrible va se passer, mais on sait pas vraiment, quoi. Exact, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne analogie. C'est intéressant d'en parler. Mais il y a un bon point, Tony, là-dessus, sur l'émotion. Moi, c'est ça que j'ai peur. Ben, pas que j'ai peur, mais je veux dire, je pense que c'est là la ligne, la barrière où ce que l'AI peut tout faire plus rapidement, mieux que nous, tout. Mais quand c'est rendu le temps de mettre l'émotion derrière le truc, fait artistiquement, je dirais, les écrivains, les songwriters, les artistes, interprètes, les peintres, oui, ils font des covers, mais à quel point ils peuvent transmettre l'émotion derrière un art. Puis je pense que dans l'art, ce qui interpelle le plus le public, c'est l'émotion derrière. C'est ce pourquoi le public va se rattacher à ton art. Ils vont ressentir la mélancolie, ils vont sentir la tristesse ou la joie, le Je suis d'accord avec toi, mais après, si les IA s'améliorent, ça peut être simulé très facilement. Ah ouais, tu crois? Moi, je pense qu'on y a. Si l'IA devient plus forte, de plus en plus forte, au bout d'un moment, elle arrivera forcément à faire ça, quoi. Intéressant. J'ai hâte de voir. Tu vois, genre, je sais pas, quand tu vois. T'as vu l'IA qui fait l'accent québécois? Non. C'est ChatGPT, il a un truc oral où il te parle et tu peux lui demander de faire l'accent québécois, puis il te fait l'accent québécois, ou l'accent marseillais, ou l'accent parisien, alors que. Et toi, tu t'es bluffé, quoi. Tu te dis. Ouais, mais ça, pour moi. Même si tu sais que c'est pas vrai. Non, mais ça, il l'a entendu et il l'a reproduit. Le AI peut tout reproduire. Donc un jour, il reproduira les émotions. Mais est-ce qu'il peut produire? Ah, produire de lui-même, ça, c'est une bonne question. C'est là que l'humain, je crois, qui vient en tête. Le AI va pouvoir tout reproduire mieux que nous, 10 fois plus rapidement, sans faute. Tout. Mais produire quelque chose à partir de rien, nous, c'est notre imaginaire. On tapine dans quelque chose qui existe comme pas. On met même pas le doigt en 2024, 2025, on s'approche. On met même pas le doigt sur où est-ce qu'on se branche créativement pour créer. C'est un long débat. Est-ce que celui qui tape le texte dans le prompt de l'IA est l'artiste ou pas, quoi? C'est un long débat qui nous prendrait 10 heures. Ouais. C'est vrai. Maintenant, on voit des robots qui ont leur citoyenneté maintenant. Je pense à Dubaï, ça se peut-tu? Je sais pas si tu en as entendu parler, mais... Avec Dubaï, il n'y a rien de surprenant. Mais tu peux tout faire. Ben oui, 100%. Puis, justement, on parlait justement du fait que tu es un artiste aussi interprète, donc tu fais ta musique, tu l'écris. Est-ce que, comme quand on va dire, tu as eu une couple d'albums, je pense que ça date de 2019-2020, que les albums, toi, personnels, que tu as fait, que tu as chanté dessus, est-ce que ça date de plus tôt que ça? Moi, j'avais différents projets en France qui étaient un peu le même type, mais c'est vrai que depuis que je suis arrivé au Québec en 2019, j'ai sorti sous mon nom à moi. OK. Pour vraiment recommencer à zéro, tu vois, nouveau pays, nouvel endroit. 100%. On efface tout, on repart tout. Mais ouais, donc j'ai commencé en 2019 à sortir j'ai sorti un EP sous mon nom, puis après plusieurs albums et plusieurs EP, et puis des singles. Mais oui, vraiment depuis 2019 sous Thomas Simon Sadier. OK, vraiment intéressant. Puis dans ces chansons-là que tu fais, est-ce qu'il y en a beaucoup que c'est toi qui produis? Généralement, c'est moi qui fais les mix, les paroles, qui fait tout, quoi, qui fait l'enregistrement.
je produis tout en général. Même les instruments aussi Ouais, j'essaye de jouer le plus d'instruments possible sur mes instruments quand je peux. Ah ouais, vraiment intéressant. Puis on parle le plus d'instruments possible. La dernière fois, on avait eu une autre conversation là-dessus. Je pense que j'avais demandé combien d'instruments tu es capable de jouer à peu près. Je pense que t'étais pas capable de me dire un nombre. Ouais, Comment alors t'en je joues. suis venu ici avec parce que j'ai fait la liste pour les douanes canadiennes, tu vois, je suis venu avec 65 instruments différents. Donc ça va de la Damn. petite guimbarde à la flûte indienne. Alors il y a des instruments que je joue très bien. Le saxophone par exemple, en général, les voisins ils appellent la police parce que c'est pas gagné quoi. Mais il y a des instruments, ouais, je joue du piano de manière très bien, tu vois. Mais il y a des instruments, je bidouille un peu dessus, tu vois. Mhm. Mais ouais, j'ai une belle collection d'instruments, j'ai plein de trucs, j'ai plein de vieux synthés, j'ai un omnichord, j'ai plein de vieilles machines, de petites bidules qui font des sons, des rythmes, et puis j'ai plein d'instruments traditionnels. Donc mélanger tout ça, tu vois, c'est ce que j'aime en fait, c'est faire du bricolage sonore, enregistrer des pistes, voir si ça marche avec ça, mettre des effets, checker. Et voilà, c'est la création en studio, je trouve, c'est ce que j'aime le plus, quoi. 100%. Puis ça me ramène un peu à ce qu'on parlait tantôt dans la complexité de la musique indienne. Tu me disais tantôt que les temps, ça passait, exemple, de 3. Ouais, en fait, la musique indienne est basée sur des gammes et des talas. Les talas, c'est les rythmes, c'est les sections rythmiques de la musique hindoustanie. Et donc, ça va de cycles rythmiques. En fait, c'est des cycles rythmiques qui vont de 3 temps, donc des classiques 1, 2, 3, jusqu'à 103 temps. Donc, imagine 103 une temps. mesure de 103 temps, quoi. Où les accents rythmiques sont pas comme chez nous, tu vois. Ils n'ont pas un accent rythmique genre poum tchak, poum tchak. Ils ont des accents rythmiques des fois sur le troisième, le septième ou le neuvième temps. Ils ont aussi des rythmiques, des mesures avec des demi-temps, genre en 7 temps et demi ou en 9 temps et demi. Donc, faut savoir compter. 100%, ben Ou oui, faut pas c'est. compter, en fait. Faut reconnaître le cycle rythmique, tu vois. Et Mhm. donc, ouais, c'est une complexité rythmique totalement incroyable. Que j'utilise pas dans ma musique. Parce que moi, je suis vraiment basé sur poum tchak, poum poum tchak, le rythme rock, tu vois. C'est Mhm. un peu ma cellule rythmique de base sur laquelle je compose mes chansons. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que c'est complexe à utiliser pour des occidentaux comme nous. Déjà, les mesures à 5 temps, tu vois, t'as pas beaucoup de morceaux. En 5 temps, en 7 temps, c'est rare. Mais alors après, dès que tu mets des 11 temps, des 7 temps et demi, on est perdu, quoi. Ouais, c'est vrai, ça devient un petit peu plus compliqué. Là. Comme tu disais, je pense que la musique, ça date de 4000 ans à peu Ouais, près, à là, peu qui près sont 4000 ans, la musique hindoustanie. Ouais, les premières traces de musique dravidienne en Inde, ouais, c'est 4000 ans. quand même. Hein. Puis j'étais curieux de savoir aussi, tu me disais, dans le nord et dans le sud, c'est deux univers musicaux différents où ils Ouais, vont avoir des trucs qui vont se ouais, ils ont des ressembler. règles qui sont pas pareilles. Par exemple, la musique du Nord hindoustanique, elle est vraiment basée sur 10 gammes qui donnent toutes les gammes sur lesquelles ils improvisent. OK. Alors que dans le Sud, ils en ont 72. OK. Le Nord est vraiment basé sur l'improvisation. Ça ressemble beaucoup au jazz, la musique hindoustanie en fait. Au début, tu as un prélude, tu as un moment où ils exposent un thème musical, donc une mélodie qui est de ce raga-là, de ce morceau-là, et après ils improvisent. Alors que dans le Sud, c'est des morceaux beaucoup plus courts, qui sont plus basés sur la composition, tu vois. Mhm. Et puis Mhm. les instruments sont pas les mêmes. Dans le Nord, tu as le sitar, dans le Sud, tu as la vina. Les instruments, même si t'en as qui sont partout en Inde, c'est pas les mêmes classifications d'instruments, c'est pas pareil. C'est deux mondes vraiment totalement différents. Que c'est Et c'est ça qui 100%. est dingue, tu vois, genre c'est comme si le Québec était coupé en deux styles musicaux totalement, c'est assez incroyable. Différent. Bon, l'Inde est gigantesque aussi, tu vois, mais Ben, c'est assez original. quand tu me dis ça, puis tu me dis comme si le Québec était coupé en deux, comme si le Canada était coupé en deux, puis c'est un peu notre réalité, Ouais. nous, ici, avec le Québec et le Canada. Moi, c'est sûr que tu as la culture québécoise et Canadienne la et culture québécoise. canadienne, c'est deux choses Il y a différentes. des ressemblances, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui nous différencient. La langue, l'anglais, le français, après ça, les cultures, tout ça. Tu sais, nous, on est un petit peu plus rattachés justement à la France, à l'Europe, de par le francophone. Le Canada, c'est beaucoup plus l'Amérique et Hein. l'Angleterre, on va dire, tu sais. Mais ouais, c'est intéressant à développer. Puis tu dis 2019 qui serait l'année là, que tu as fait ta transition de l'Europe ici au Canada, au Québec. Ouais. C'est quoi qui t'a motivé à faire ça? Fuir la France, tous ces estis de français. Non, avec ma blonde est venue faire un postdoc ici. Moi, je voulais faire un postdoctorat aussi, mais ça n'a pas marché. Et puis, bah, moi, j'ai toujours voulu venir au Québec, en fait, parce que c'est un peu un des derniers endroits qui sacralise la chanson francophone. Tu vois, où les gens chantent en français. En Suisse, ça disparaît de plus en plus. En Suisse, tout le monde chante en anglais. Tu vois, C'est intéressant. en France, de plus en plus aussi. Et de plus en plus, à part les gros tubes qui passent à la radio qui sont français, de plus en plus de groupes et d'artistes français chantent en anglais, quoi.
Ah ouais, tu vois, c'est une réalité qu'on n'est pas toujours connecté, qu'on sait pas vraiment. Tu sais, on a toujours une idée, nous autres, un peu. On regarde beaucoup l'Europe, la France, parce que pour nous, dans le marché francophone, c'est le plus près de nous et le plus gros, on va dire. Tu sais, en Afrique, il y a beaucoup de Français aussi, Ouais, plus loin en Europe, mais nous, la France, on est directement rattaché et le Québec, ben, on est comme les petits frères. Là, c'est de là qu'on vient. Si on se rappelle, je me souviens, notre plaque, là, ben, on s'en souvient pas vraiment. Mais, mais on est rattaché à ça. Fait qu'on on est toujours un peu en train de se comparer puis d'essayer de rentrer dans le marché français européen. C'est intéressant de devoir en parler puis de dire que c'est de plus en plus anglophone parce qu'ici, c'est un peu ça notre débat. On essaye de percer en français avec la musique, mais là, il faut aller en Amérique. On n'a pas vraiment d'autres marchés à part le ouais. Québec. Fait qu'on essaye de s'exporter quand on a atteint un plateau ici. Sinon, anglophone, ben, ceux qui viennent du Québec sont un peu barrés aussi parce que le reste du Canada est anglophone, l'Amérique aussi, mais ils sont québécois. Fait que là, il faut qu'ils exportent leur musique. Fait que c'est un peu un challenge. Nous, Ouais, on non, est comme c'est le entre côté deux, très vraiment. schizophrénique. Bah, nous, on a le même problème en fait en France, tu vois. Parce que même en étant chanteur uniquement francophone, on reste sur le territoire, tu vois. Alors que si tu veux aller jouer aux États-Unis, tu es obligé de chanter en anglais, tu vois. Donc il y a beaucoup de groupes français qui savent que bah, leur musique, vu qu'ils font du rock ou un truc un peu différent du mainstream, ça passera pas en radio s'ils chantent pas en français. Bah, du coup, ils chantent en anglais pour viser le marché international. Et c'est pour ça que tu as des groupes français qui cartonnent à l'étranger, comme Phoenix par exemple, qui vendent 10 fois plus d'albums aux États-Unis qu'en France, quoi. OK, OK. Puis toi, sinon, admettons, en grandissant en Europe, en France, c'était quoi un peu tes modèles, les gens que tu regardais dans la musique? T'avais-tu des Euh, groupes ou des artistes que vraiment là, t'étais rattaché puis qui t'ont Bah moi, influencé? c'est comme tous les gamins bah, qui jouent de la guitare, Nirvana, tu vois, ça a été une grande découverte quand j'avais 14 ans, comme tout le monde, quoi, hein. Moi, j'ai beaucoup écouté gros rock quand j'ai commencé. Puis moi, j'ai toujours été schizophrène, c'est entre Nirvana et la chanson vraiment francophone. Je suis un gros fan de Jacques Brel, je suis un fan de Ferré, de Brassens, tu vois, de Barbara. J'aime la chanson à texte, tu vois, j'essaye. Je pense que c'est le truc le plus important dans ma musique, c'est les textes. Et moi, je suis un peu schizophrénique entre les deux. J'aime le côté cool du rock et j'aime le côté, tu sais, faut quand même que la chanson, elle parle de quelque chose. Parce que on l'a déjà entendu 10 000 fois, tu vois. C'est vrai, ça, 100%. Puis je me demande aussi, on parle de la musique, de l'exportation de la musique, etc. Est-ce que, parce que je veux dire, exemple pour un artiste francophone québécois, on va dire, va faire de la musique, on s'entend que viser le marché québécois en termes de démographique, c'est quand même dur. C'est quand même dur, c'est un petit marché. Exactement, on est quoi? On est 8 millions, 9 millions? On est rendu près de 9 millions, je me trompe 9 pas, millions, là, c'est il en ça? parlait Ouais. dernièrement. Ouais, exactement, c'est ça. Puis, discussion qu'on avait eue avec Patrice, justement, là, Puis l'invité dans juste ces, avant. puis dans ces 9 millions-là, excuse-moi, ça veut pas dire que les 9 millions sont francophones, ça veut pas dire que les 9 millions s'intéressent à la musique que tu fais, ça veut pas dire que les 9 millions ont entre 15 et 35 ans dans ton marché. Ça, tu sais, il y a beaucoup de divisions là, après Exactement, ça il qui y a va être ton les hommes, public il y a cible. les femmes, de faire de la musique pour aussi, tu sais, les deux sexes, c'est différent aussi, tu sais. Puis, je me demandais aussi, est-ce qu'il y a un conseil, est-ce qu'il y a un sauce, je sais pas comment l'expliquer d'une certaine façon, mais y a-t-il un moyen pour la musique québécoise de s'exporter en France, puis Bah, qu'elle soit... ça s'exporte vraiment bien en France, hein. Ah C'est ouais? quand même, il y a un énorme. Moi, j'ai toujours été surpris. En fait, ben, ça vient depuis 98, depuis tu sais, Notre-Dame de Paris, Mhm, où il y a eu un énorme engouement pour la musique québécoise. Mon père est fan de Linda Lemay. mhm. Tu vois, genre le Mhm. truc quand même. Nous, on écoutait Linda Lemay au début des années 2000, ça passait partout à la radio. Garou Garou, tout ça, aussi, c'est une Céline énorme star en Dion, France ben aussi. oui. Céline. Et puis toujours aujourd'hui, je veux dire, les rappeurs français qui viennent tourner en France ont pas mal de succès, tu vois. Je Mhm. pense à Vandou, qui est un artiste montréalais qui marche très bien en France, tu vois. Et en fait, ouais, ben, le rap français tourne beaucoup en ce moment, je sais pas si t'as remarqué. Genre ça, ils ont été énormément fans des Belges, tu sais, avec Romeo Elvis, tout ces trucs-là, Mhm. il y a Ouais, 5 ouais, six ans. Et ouais. là, maintenant, il y a un énorme engouement pour le rap québécois. Mais même, par exemple, le Roi Enoch a toujours été très connu en France, quoi. 100%. Même Roger qui fait une très Ouais. bonne job aussi en France aussi. Que... Mais nous, on est très intéressé par tout ce qui se passe culturellement au Québec, en France, quoi. Moi, je vois, même dans la région d'où je viens, qui est quand même, quand il y a des groupes québécois qui venaient jouer dans nos cafés-concerts, tout le monde allait voir
allez voir les groupes québécois, tu vois. C'était. Fait qu'il y a vraiment un engouement. Ouais, il y je a un pense. engouement, ouais. Je pense qu'il faut vraiment, je pense que c'est d'essayer, hein, puis de le faire. Tu sais, je veux dire, ça serait quoi le meilleur conseil que tu aurais, exemple, pour un groupe d'artistes, une gang qui veulent aller faire un show en France? Bah déjà, Est-ce que- c'est sûr que si t'as pas de... C'est d'échanger, c'est-à-dire trouve un groupe français, tu leur échanges des dates entre le Québec et la France, ça te fait déjà une bonne tournée, quoi. Mhm. Tu vois, genre te faire des copains sur les réseaux, d'aller dans des groupes et dire ouais, moi je te trouve 4 dates à Montréal, tu me trouves 3 dates à Paris. C'est un bon plan, ça te permet déjà de voyager sans matériel, d'avoir des potes qui vont te prêter les amplis, d'avoir un endroit où loger, c'est un bon plan, quoi. Faites-vous des copains à l'étranger et allez jouer chez eux. Le réseautage. Ouais, échanger des dates, c'est le meilleur plan pour trouver des plans à l'étranger. Puis après, allez-y. Hein. Tu sais, je veux dire, ça dépend de la formule que t'as, mais si t'es un duo de hip-hop, t'as pas d'instrument à transporter, tu balances le son sur ton téléphone, ça coûte rien d'aller passer un mois là-bas et de chercher à rencontrer des gens et de faire des petits open mic et des petites stages. C'est assez facile, quoi. Tu toques aux portes et tu demandes gentiment aux gens et souvent ça marche de demander de l'aide. C'est vrai. Puis souvent, ce que j'entends par rapport aux Français de France, ça va être notre accent, la manière qu'on dit les mots, qu'on C'est sûr que mange les mots. c'est un choc linguistique. Mhm. Parce que, ouais, même si les Québécois parlent français, vous avez tellement des tournures de phrases et des trucs qui, au début, nous font sourire, quoi. Vous allez prendre des marches, quoi. Nous, on va marcher, mais vous les prenez, quoi. Et, vous écoutez la télé, genre, ça, c'est le truc. Quand je fais des amis québécois, on me fait, ouais, t'as-tu écouté ça? Non, je l'ai regardé. Regardez. Tu ne regardes pas les images? Ouais, non. Check ça. Ouais, non, mais ouais, c'est ça, au début, tu sais, qui est tellement... Beaucoup d'anglicismes déjà de par notre proximité avec le Canada, Ouais, l'Amérique, tu sais, partout autour. Ça, c'est pas vraiment ce qui est le plus choquant, mais c'est vrai, t'as des expressions... Swing donc la baguette. C'est quoi? Swing donc la baguette dans au le fond fond de la boîte cage. à bois. Ouais, voilà, quand on m'a dit ça, j'ai regardé ce monsieur et je lui ai fait. Très bien, monsieur. Mais ça, c'est plus le folklore. Là, je veux Ouais, dire, ouais, en mais 2024, il n'y a pas un jeune qui va te dire ça vraiment. Le joual, là. Souvent, Ouais. les personnes d'un certain âge, tu t'en vas en région, puis Ouais, des ouais. fois, elles te sortent des expressions, là. Puis Ah, t'es plus tu vas vers le nord, plus c'est imagé. Ah, ouais, Et plus il ouais. faut 3 secondes pour... Pour, un Puis petit depuis moment. dernières années, il y a pas un débat, mais il y a un nom qui revient beaucoup, que je crois qu'il a été pas des premiers, parce que tu as parlé de Roina, qu'il y a Roger qui fait beaucoup de bruit. On commence à en avoir des Shreeze qui vont de plus en plus en France, des Soulja, il y en a plusieurs. Mais Jeune Loup, depuis repose en paix, quelques années, il est décédé. Puis on dirait qu'il avait trouvé pas une faille, mais qu'il avait percé un peu là, dans le marché français. Puis depuis, dans les 2-3 dernières années, je vois beaucoup d'artistes sur la scène hip-hop, rap. On dirait qu'ils adhèrent à son style musical, puis un peu au lexique québécois, mais qui sont originaires de France. Je sais pas si tu as vu un peu ce mouvement-là. T'es-tu familier avec ça, Jeune Loup? Non, Jeune Loup, j'ai écouté 3 de ses tunes, mais je connais pas son histoire, ni tout son impact. Parce que j'en vois là, dernièrement, là, pas de nom nécessairement qui me vient à la tête. Rookie. En tout cas, j'ai vu 2-3 noms, puis on dirait qu'il a comme créé une petite tendance qui s'est installée en France, là, puis qui revient. Les gars viennent faire des shows ici, fait que je trouve ça intéressant. Non, il y en a pas mal. Il y a L'Homme Pâle qui aime beaucoup Montréal et qui vient très régulièrement ici s'inspirer, faire des shows. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges culturels entre la France et le Québec. Faut pas. Puis comme tu l'as dit, je pense que c'est ça qui est le plus important. Tu sais, souvent, oui, on n'a pas vraiment utilisé la chance d'aller s'exporter en Europe, en France, dans le marché francophone. T'as la l'autre côté. Belgique aussi, qui a un beau marché. T'as la Suisse, tout le marché francophone suisse, qui a une énorme scène hip-hop aussi. C'est intéressant que t'en parles. La Belgique, je crois, Caballero, Jean Jass aussi, là, qui viennent de ce coin-là, qu'on voit beaucoup ici à Montréal, qui s'impliquent beaucoup. Puis j'entends souvent que le Québec serait ce qu'on est le plus proche en Europe. Souvent, j'entends que le Québec et la Belgique, ça serait comme ce qui nous ressemblerait le plus en Europe. Bon, ouais. Sur le lexique ou... c'est sûr, les Belges aussi, mais tous les Suisses, enfin les Suisses aussi ont leurs propres mots à eux, tu vois, qui viennent pas du français qu'on parle en France. Mais ouais, ils ont un accent aussi, les Belges, mais qui disparaît de plus en plus avec les nouvelles générations, quoi. C'est intéressant, la Belgique aussi. Mais bel endroit à visiter. Ouais, j'aimerais ça. Mais il fait froid, il pleut souvent. Un peu comme le Québec, hein, là. C'est pas le même froid, c'est pas le même climat. Ah non? OK.
Ici au Québec, on s'entend que quand il fait froid, là, c'est des C'est de la moins neige. 30, C'est moins la 40. Mais là, tu vois, en ce moment, on dirait que les hivers se raccourcissent. Les là, hivers un sont petit plus peu doux depuis que je suis arrivé. C'est de plus en Surtout plus doux. l'hiver de l'année passée, parce que... Mais justement, tu me parlais un peu, tu sais, moi, j'aime ça, les montagnes, j'aime ça, le ski, etc. Toi, tu me disais justement, rappelle-moi le nom de... La Haute-Savoie. La Haute-Savoie. Donc là-bas, est-ce que toi, tu faisais montagne? Tu montais-tu des montagnes? Fais du Moi, ski un j'étais peu? le roi du ski, mec. Dès qu'on Ah ouais! j'ai commencé à skier, je devais avoir 2 ans et demi. Ah ouais? Ouais, je faisais du ski. Bah, nous, on habitait, la station de ski était à 15 minutes en voiture. Donc, Ok. nous, on allait skier tous les week-ends. Puis c'était des montagnes de combien de mètres à peu près? Est-ce que tu te rappelles? C'est quand même... Parce qu'au Québec, on s'entend qu'on n'a pas tant Pas de tellement de montagnes. Non, c'est quand même, tu sais, on n'est pas loin. Tu sais, t'as le Mont Blanc hein, à côté. Hein, Ah, le Mont Blanc est à côté, ah ouais? Chamonix, c'est le Mont Blanc, quoi. Ah Chamonix, ouais, c'est au pied du oui, Mont Blanc. C'est donc, vrai, c'est vrai. C'est une donc des on a plus quand grandes même, montagnes. on est quand même 1200, 1300 mètres d'altitude au minimum et au maximum, on monte à 2000, quoi. Ah Pour non, skier, c'est quoi. ça, exactement. Ah ouais, tu peux skier en plus, Ouais, tu là, peux skier. directement. Un peu comme le BC, je crois, si je me trompe pas. Là, ça Ouais. serait ce qui ressemble Ouais, ici mais au ici, Canada, mais qui est pas au Québec. les plus grandes montagnes là, qu'on a, hein, souvent, parce que moi, c'est ça, je parlais de ça en anecdote, au fait que j'aime monter les montagnes. Je commençais à skier un peu, mais au Québec, on dirait qu'on n'a pas tant de grandes montagnes. Je veux dire, on monte, on est à 1200, 1300 mètres, mais c'est pas mal, ça va pas vraiment plus haut que ça, à part quand on s'en va dans Nunavut, mais là, c'est un peu plus compliqué. Là. Quand on Moi, est je dans te le nord, dirais ça, que je c'est- suis pas bien bon en ski, puis quand je suis en haut du Mont Saint-Sauveur, puis je regarde en bas, là, je trouve ça haut. Ah, boy, moi non plus, je suis pas bon. On m'a dit la pointe de pizza, chum. Mais moi, ça marche pas, la pointe de pizza. T'as-tu un bon conseil à donner à un bon skieur qui essaie d'apprendre à skier? Parce que la pointe de pizza, moi, il me demandait ça, l'instructeur. Il me disait, ouais, il faut que tu fasses la pointe de pizza. Là, je suis comme, ok, mais faut que je fasse la pointe de pizza. Mais je suis pas capable. Là, ça va bien quand je vais tout droit. Ça va super bien. Ouais. Quand je descends, C'est il y le a problème, aucun c'est problème. quand il y a un truc devant toi, le problème. c'est Exact, c'est ça. C'est tout. Je sais ce que exactement c'est, je ça. sais ce que c'est. Fait que c'est ça, avec le temps, on essaye, là. J'ai essayé l'année passée, mais là, on va Ah, voir. c'est pas facile. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que le ski, il faut commencer jeune parce que tu te prends tellement de gamelles qu'il faut que tu passes le stade de t'être cassé la gueule, péter les bras et les jambes pour Ouais. ne plus avoir peur et Ah, que ce bon. soit une super habitude et que tu fasses ça. Moi, je pense que c'est plus dur de commencer quand t'es vieux que quand t'es un gamin parce que t'as passé le côté peur de te péter la gueule et du coup. C'est vrai. Je pense que c'est ça aussi dans n'importe quoi. On pourrait Ouais. parler de musique. Je crois que si tu apprends la musique jeune, ça va être beaucoup plus facile plus tard parce que notre cerveau est comme une éponge, là, 8, Ouais. 9, 10, 11, 12, jusqu'à l'adolescence. Là, Mais ton cerveau moi, je parlais absorbe. plus du côté flippant d'être au sommet de la piste et de Aussi. faut descendre. Descendre. quoi. Aussi, parce que ouais. le corps se répare plus rapidement aussi. Moi, j'ai 35 ans, là, je commence à le sentir quand je me fais mal Ne m'en ou parle quand je pas. travaille physique. Là, ça dure plus que juste 1 heure, puis après ça, tout est beau. Le lendemain, j'ai encore mal, il faut que je mette des petites crèmes. Ah, je sais ce que c'est. Ah, non, c'est ça. Puis justement, il y a un single là, qui est sorti tout récemment. Ouais, mon dernier single avec Woody Music. Ouais, ouais, 100%. Ça, c'est dans le fond, c'est un label avec qui tu as travaillé. Ouais, c'est un label qui est basé dans les Laurentides, OK. qui est géré par Steve Scala, qui est mon impresario. Ouais, donc on a déjà sorti 3 singles avec eux. Là, il y a un EP qui est en train de se finir, qui va sortir prochainement. Nice. Il y a également un EP de remix qui va sortir avec un label suisse et on va sortir ça en maxi vinyle. Donc voilà, beau projet avec ce label. Donc je suis assez content, tu vois. Donc ouais, le clip a été réalisé par mon ami José Alejandro Valdés. Ouais, c'est un single qui marche bien. On a eu quoi, 20 000 écoutes, je crois, sur Spotify Ah ouais. en 2 jours, quoi. Donc, Wow, quand même, quand même. c'est quand même cool, quoi. Et Nice. j'espère, voilà, maintenant on va partir à la chasse aux radios américaines. 100%. Pour Ben avoir oui. des royalties et que ça fonctionne, quoi. Ben Donc oui. voilà, tu vois, c'est un beau single, je suis assez content de cette chanson. Nice, félicitations, félicitations. Merci. Ben ouais. Puis tu dis single, tout ça, là, avec le label Woody. Comment tu as fait ici au Québec, à Montréal, pour te faire des contacts dans les premiers temps? Es-tu dans des shows, avec des collaborations? La technique de base, c'est d'aller voir tout le monde et de faire chier tout le monde jusqu'à ce qu'ils te disent oui, tu vois. C'est comme ça que je me suis retrouvé là, tu vois. C'est, y a pas Bonne d'autre technique. secret. C'est Y a vrai, pas t'as d'autre 100% secret. En fait, rapport. genre le monde, Ouais, il est c'est vrai. divisé en 2 catégories, ceux qui osent et ceux qui osent pas, tu vois. C'est vrai. Mais si tu veux rencontrer des labels, faut leur envoyer ta musique, tu vois. Donc, faut que tu envoies des mails, faut que tu ailles voir les gens, faut que tu les rencontres, faut que tu essayes de faire le plus d'actions possible pour aller vers eux, pour qu'ils sachent qui t'es. Ça, j'aime ça. Talk your shit. Donc ouais, je l'ai rencontré, on s'est rencontré une soirée, puis il m'a donné son mail, je lui ai envoyé ma musique, et il m'a dit, viens. Let's go. Et puis voilà, là j'ai signé, moi j'ai un projet instrumental, Oppenheimer, je viens de signer avec un label en Italie, pareil, je lui ai envoyé un mail, et
Suffit des fois d'envoyer un mail, quoi. Ouais, parce que souvent, les gens vont s'imaginer que parce que leur musique est bonne, parce qu'ils sont bons, les gens vont adhérer tout de suite, mais il faut que tu la vendes, ta sauce, il faut que tu la fasses goûter, que le monde il s'imprègne de ça musicalement, qu'ils la connaissent, qu'ils la voient. S'ils l'ont jamais vue, ils viendront pas te chercher comme ça du berceau parce que ils se sont réveillés un matin et ont pensé à toi là, pour tes beaux yeux. Il faut vraiment que tu te fasses valoir. Si toi, tu crois en toi, ben, comme tu dis, il faut que tu ailles cogner aux portes, il faut que tu ailles parler aux gens, il faut qu'ils t'entendent pour pouvoir te percevoir. Il n'y a pas de magie. Là. Bien dit. Parce que souvent, moi aussi, je vois ça. Au Québec, on a beaucoup de talent, mais on a de la misère avec la mise en marché. On dirait que c'est ça. Puis on s'entend que pour une chanson qu'elle fonctionne bien, c'est autant important d'avoir un bon produit, mais aussi d'avoir une très bonne mise en marché aussi pour que... faut avoir... Mais après, c'est le problème. Moi, je sais pas me vendre, en fait. Je suis nul en marketing. Tu vois, genre, j'ai vraiment... c'est un truc, voilà, les artistes savent pas se vendre en général. Il y en a qui sont très doués. Moi, je suis pas du tout branché les médias sociaux, faire des reels toute la journée, des stories. C'est sympa quand t'as 16 ans, quoi, mais bon, tu vois, en vieillissant, ça devient de plus en plus fatigant. Puis tu dois faire que ça. Maintenant, tu dois créer du contenu. Moi, j'ai pas du tout cette vibe-là. Moi, je suis vraiment créateur de musique, je suis créateur d'art, tu vois, de manière générale. Et voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour me vendre, tu vois. Je peux pas me passer. C'est pour ça que je cherche à bosser avec le plus de labels possible pour avoir le plus de gens qui me donnent de la visibilité et qui me vendent, tu vois. Au moins, tu as compris ça. Il y en a des fois qui le comprennent pas et ils veulent ce statut-là, mais ils sont pas prêts à faire le travail, comme tu dis, réseaux sociaux, médiatiques, tout ça. Comme tu dis, la meilleure façon dans ce temps-là, c'est d'aller chercher une équipe qui va le penser, le faire pour toi. Tu n'as pas le choix. Si tu le fais pas, il faut que tu trouves quelqu'un pour le faire parce que dans l'ère qu'on est en ce moment, on le sait, l'accessibilité, les gens veulent voir ce que tu fais, veulent entendre comme auparavant, mais à cette heure, ils veulent te voir même dans d'autres univers. Puis c'est le truc, il y a tellement de musique, je crois que c'est 100 000 morceaux tous les jours sur Spotify. Quelque chose comme ça. Donc, faut arriver, tu vois, à sortir du lot et tu peux plus... Il y en a qui arrivent tout seuls avec les réseaux sociaux qui savent faire fonctionner ça et plein de gens les suivent dessus et ils gagnent de l'argent avec ça. Moi, je sais pas du tout comment communiquer de manière professionnelle, quoi. Je pense que c'est un vrai métier qui s'apprend, tu vas communiquer, faut vendre ta musique. Le marketing, là, c'est une grosse partie. On en parlait dernièrement. On avait un gérant d'artiste, un manager, puis il nous parlait beaucoup de ça justement dans le dernier podcast. Marketing qui est comme pour 60% quasiment de la carrière artistique. C'est plate à dire. L'art, c'est ça qu'on met en valeur, mais si ton art est parfait, mais t'as pas de public pour l'entendre, c'est sûr que faut savoir se vendre, quoi. C'est comme tout, c'est le cycle capitaliste dans lequel on vit où voilà, faut vendre sa musique, mais c'est un métier. Pour avoir une carrière aussi, tu peux être artiste, mais pour avoir une carrière artistique, c'est là la petite coche là, entre les deux qu'il faut que tu embranches. Faut passer marketing, visibilité, tout ça. Très intéressant. Ouais. Puis je trouve ça intéressant aussi, tantôt tu parlais c'était une question que j'allais poser, de vous en Europe, comment vous percevez ici le Québec, musicalement surtout, tu me parlais de Linda Lemay, Garou, tout ça, 98, là, avec, qu'est-ce que t'as dit? C'était Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Après, on a eu des compiles aussi, les grandes voix du Québec, où c'était une folie, ça, mon père, il les achetait, que des chanteurs québécois avec des grosses voix, parce que c'était le truc que les Québécois vendaient beaucoup à cette époque-là, quoi. C'était des voix puissantes, Garou, tout ça. Et Céline Dion aussi, qui était déjà une énorme star en France, tu vois. Et il y a eu vraiment une énorme arrivée, comme je l'ai dit, du monde musical québécois pendant cette période. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt pour ce qui se passe musicalement ici, que ce soit la pop ou le hip-hop. Le rock, hein, mais là, le rock, tu vois, il y a le rock s'éteint, tu vois, aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de rock. C'est vrai. Et malheureusement, ils sont pas nombreux à avoir passé le cut. Il y en a qui sont connus, par exemple mon oncle Serge, il faisait des tournées à Lyon quand j'y étais, tu vois, tout seul avec sa guitare, et j'avais vu ça une fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit ce gars? Et j'entendais la chanson La Légalisation et je comprends rien, puis maintenant je l'écoute et je dis, mais je comprends ce qu'il dit. Lui c'est Joal, vraiment beaucoup. Là, non, donc du coup, j'avais découvert mon oncle Serge, mais je savais pas qu'il était aussi connu ici, tu vois, genre ici c'est un artiste qui est quand même très connu. En France, il est un petit peu connu, il passe dans des trucs un peu underground punk, mais ouais, c'est assez marrant de voir que puis
Moi, je vois maintenant tous mes copains québécois, quand ils vont tourner en France, ils ont quand même un super accueil. Donc, ça veut dire que quand je même, trouve de plus en plus. on Là, est très intéressés par ce que font les Québécois en termes de musique, quoi. je trouve que la barrière commence à être de moins en moins présente, puis je suis content. Bah, surtout Internet, en fait. Maintenant, qu'en 2 clics, on peut écouter, tu tapes playlist rap québécois, t'as tout le monde en 2 secondes, tu peux. Puis on voit qu'on n'est pas si différent au bout de compte. Là. Oui, des fois dans la culture, des fois dans le langage ou dans les expressions, mais au final, on a tous un peu la même réalité. On fait des 9 à 5, des 8 à 4, on essaie de vivre, survivre, puis tu sais, c'est la même merde. Là. Après ça, l'art est un peu le reflet de notre société. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des codes différents. Vous, en Europe, en France, ce qu'on remarque beaucoup, vous êtes un petit peu plus des fumeurs de hashish, admettons, que nous autres. Du vieux shit pourri coupé aux pneus et aux dissidents politiques maghrébins, quoi. Oh mon Dieu, cette merde que j'ai fumée toute mon adolescence, putain, c'était horrible. Oh là là, non, ouais, le shit, là, on appelle ça du shit parce que c'est dur, quoi. C'est même pas un truc tendre rectifrique, quoi. Tu dois le cramer pour. Oh. Tu vois, en plus, nous c'est le contraire. Moi, en tout cas, en grandissant, j'entendais beaucoup ça, plus le hashish en France. Ouais, on fait je m'imaginais que c'était du gros shit, puis qu'ici, c'était pas vraiment bon. Puis Non. à l'envers de la médaille, tu sais, tu m'as parlé de plusieurs groupes que t'as entendus, moi, en grandissant. J'ai eu une déconnexion, on va dire, un peu quand j'étais adolescent avec la musique. Moi, c'était plus le rap, le hip-hop. C'est ça, adolescent, j'ai été déconnecté un peu du marché francophone, européen, français. Mais sinon, en grandissant, les années 98, comme tu me dis, moi, je me rappelle de I Am, Funky ouais. Family, Shuriken. Moi, c'est sûr qu'il y a une énorme explosion hip-hop en France. Quand ça a explosé, c'est sûr que I Am, NTM, tout ça, Ici, je me rappelle, j'avais à peu près 8 ans. Mon frère a 5 ans plus vieux que moi. Fait que lui, il avait 12-13 ans. Puis là, il me nourrissait de tout ça. Là, je sais pas, est-ce que les Français ont été les premiers à avoir un rap qui explose autant après les États-Unis, tu vois? Ouais, je crois que c'est le deuxième plus gros marché. C'est le deuxième plus grand marché, mais tu vois, c'est une bonne question. Est-ce que le hip-hop a explosé au même moment ici aussi? Ou c'est arrivé juste un peu après? Vous, c'est là le moment qui a explosé. Nous, c'est là le moment qui a commencé. Okay, 98, 80. Ben, c'est sûr qu'il y en avait dans les débuts des années 90, mais admettons, quand on a eu vraiment des albums, des projets qu'encore aujourd'hui on parle de Sans Pression, Territoire Hostile, si je me trompe pas, 98, Mosaïen, 99-2000, Dogmatic, qui je pense qu'ils ont très bien marché en Europe, en France, qui est peut-être un petit peu avant ça, 96-97. Fait que fin des années 90, c'est là qu'on a eu notre élan. Début 2000, puis après ça, il y avait encore du rap, mais on a eu le changement là, des plateformes, de tout ce qui est devenu digital, du CD au streaming. Puis là, ben, tout le monde a pris une drop un petit peu, le marché américain, le marché français. Mais nous, c'était tellement jeune, notre envol, que je crois qu'on a eu le plus gros blocage pendant une dizaine d'années, là, de 2008 à 2018. Puis souvent, les gens vont dire que le rap ici, la nouvelle génération, a commencé en 2016, parce que ça a pris du temps avant qu'on ait notre second élan. Là. Après ça, à cause de tout ce qui est devenu digital, ça nous a freiné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, depuis 2016, qu'on a comme repris, on est presque 10 ans plus tard, là, on sent qu'on a le vent d'un voile, puis que notre marché, notre plateforme commence à s'exporter vers d'autres marchés, autant du côté francophone qu'anglophone, parce qu'on a des artistes, comme j'ai dit, Jeune Loup, des Lost, des Soulja qui vont de plus en plus en France à travers le monde. On a des artistes anglophones, Nate Husser, Zach Zoya, qui commence à s'exporter, Toronto, aux États-Unis, Charlotte Cardin qui fait bien le mélange entre les deux, elle francophone, anglophone, elle réussit à toucher les États-Unis, Français aussi. En Europe, c'est comme notre nouvelle Céline. Chez moi, si je me trompe du quote, mais pour moi, je trouve que c'est comme un peu ça ma référence, Céline qui l'a fait worldwide, bilingue dans les 2 langues, comme elle dit. Charlotte fait un peu le même parcours. Fait que je trouve ça intéressant de voir puis de pouvoir développer un peu de ça avec toi qui vient d'ailleurs, tu sais, d'avoir ta perception un peu sur le marché, la scène, parce que oui, on est souvent en train d'essayer de se comparer avec le marché français. Veut pas, on aimerait, pour la plupart des artistes, aimeraient avoir des carrières, vivre de leur carrière internationale. On en a de plus en plus qui vivent de musique, mais malheureusement, on voudrait qu'il y en ait encore plus. Fait que c'est là le temps justement d'aller créer des liens, comme on le fait aujourd'hui avec la plateforme, le podcast. C'est pas toujours la musique qui va nous mettre de l'avant. Des fois aussi, c'est la scène en arrière. Les événements, les shows, les podcasts, les interviews, les radios.
En France, là, j'écoute souvent, si je me trompe, ils font des freestyles. Sur Énergie, à la base, je pense qu'il y en a une couple, mais il y a Énergie souvent. Skyrock. Skyrock, c'est ça, exactement. exact. C'est ce que je veux dire. Skyrock, C'est quand ça. j'étais petit, c'était une chaîne de rock et c'est devenu la chaîne OK. hip-hop. Hip-hop. Ah ouais, d'où vient le nom Skyrock? Ouais, bah à I l'origine, guess, ouais. c'était du gros rock grunge et puis floup, ils sont passés du jour au lendemain à Ils ont faire suivi que la du rap. tendance. Ah ouais, hein? Ouais. Intéressant, mais ouais, tu sais, c'est ça, c'est des trucs comme ça. Je pense, on pense souvent à la scène, on va mettre directement le lien vers les artistes, mais c'est plus vaste que ça. Il y a des managers, il y a des tournées, tu sais, des shows, les organisateurs d'événements, les animateurs comme nous qui font des podcasts ou des radios, des interviews, qui vont faire en sorte d'élever la scène pour se rendre où ce qu'elle doit être, tu sais. Puis en France, je pense que justement, comme tu l'as dit, déjà fin des années 90, vous aviez une scène établie. Les États-Unis, on va parler de la fin des années 80 qui avait une scène établie. Vous, ça a pris 10 ans de plus, on va dire fin des années 90. Nous, ça a pris comme, on va dire, 20 ans de plus. Oui, il y en avait une des années 2000, mais on a comme été brimé par tout le streaming puis la plateforme digitale. C'est là, aujourd'hui, en 2020, que je dirais qu'on est arrivé un petit peu là, au même résultat que pour se comparer un peu avec l'Europe, tu sais. Mais oui, on est toujours 10, 15, 20 ans en arrière. On est moins en population, divisé par les langages. Fait que c'est plusieurs barrières un petit peu qu'on a dans les roues. Mais C'est ça qui est bien, les défis, non? exactement. Ouais. Puis je pense que c'est comme ça Si que c'était facile, ce serait pas drôle. Exactement. Puis c'est comme ça que tu tailles un peu un diamant aussi. Hein. C'est par la pression, Ah, c'est bah, par c'est à la force force de- des choses. Chercher à faire le truc, quoi. Ouais. Puis, comme tu me parlais tantôt, je veux revenir un petit peu là-dessus. Là. Tu dis comme plusieurs instruments de musique. Je trouve ça intéressant. Des instruments indiens, des instruments qu'on connaît plus comme le piano, la guitare, le saxophone. C'est quoi ton instrument préféré? Oh putain, question à la con. Franchement, genre, si j'avais un instrument préféré, j'en aurais pas autant. Non, je peux pas choisir. Moi, je fais partie des gens qui savent pas choisir. C'est pas possible. Ouais, moi, j'adore piano. Franchement, c'est l'instrument quand même au roi, quoi. Très bon instrument pour séduire les femmes. On pense toujours que c'est le mec avec la guitare qui joue Wonderwall pendant la soirée qui chope. Non, c'est le mec qui sait jouer du piano. Le piano, ouais, le sitar, j'adore le sitar, surtout que maintenant j'ai un sitar électrique, tu sais, je le branche dans des pédales d'effet de guitare, et du coup je peux envoyer des sons de l'espace avec. Non, j'aime beaucoup le oud aussi, qui est un instrument à cordes arabe. J'aime un peu tout, tu sais, c'est chiant. Tout est génial dans la musique, les percussions, c'est un monde à part. J'adore jouer de la drum. J'adore la guitare aussi, forcément. J'en joue depuis que j'ai 14 ans. Je collectionne les belles guitares. Mais ouais, tous les instruments sont cool, quoi. Et j'ai du fun avec tellement de choses différentes. Tous les instruments ont un espèce de pouvoir magique sur le corps, tu vois. Que ce soit un cordophone où tu ressens la vibration contre toi, un aérophone où tu souffles dedans, ou la percussion où c'est tout ton corps qui est en jeu. Donc chaque fois, c'est un peu ce que je recherche aussi avec chaque instrument, c'est de ressentir des choses différentes. Et c'est ça qui est magique, en fait. Et non, j'arrive pas vraiment à choisir. Mais si je devais te faire un top 3, ce serait piano, guitare et sitar indien. Ouais. Puis l'énergie, hein, je pense que les instruments, c'est ça qui ressort de ça, comme tu disais, des vibrations, mais de Les l'énergie. vibrations. Chacun tapine dans une vibration, une énergie différente qui vient nous toucher Puis émotionnellement. ce qui est magique, c'est les additionner ensemble, tu vois. Tu peux, et surtout faire des additions qui sont pas, comment dire, naturelles. Tu vois, si tu mélanges du piano et du sitar, tu vas faire tout de suite une palette de sons différentes, alors qu'ils ont rien à voir, ils viennent pas du même monde, mais ils vont créer un truc quand tu mélanges, je sais pas, de la guitare électrique avec des percussions africaines, tu vas tout de suite pouvoir créer des choses différentes, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Moi, c'est ce que j'aime, en fait, c'est le mariage des instruments. C'est voir, genre, comment juste le son d'un truc va être mis là, et va changer totalement la donne d'un morceau, tu vois. Probablement pourquoi aussi tu t'es intéressé là, à la scène psychédélique des années 70 qui était un peu ça, là, un Ouais, bah oui, mash-up. je cherchais vraiment, ouais, les Doors, les Beatles, ce groupe-là, je cherchais des influences ailleurs, c'est pour faire grandir le rock, qui était encore une musique adolescente, tu vois, parce qu'en 65, le rock, il avait 12 ans, tu vois, 55, les premiers rock'n'roll, 1967, donc ouais, le rock a 12 ans, donc c'est une musique encore adolescente, et je pense que pour la faire grandir, tous ces musiciens, ça, Santana, tout ça, on cherchait des influences ailleurs pour faire en sorte que le rock devienne une musique adulte. Est-ce que c'est ça que le rap aurait besoin en ce moment? Oh, le rap, mec, c'est compliqué. Je...
Est-ce que ouais, le rap. Alors moi, je suis moins fan du rap d'aujourd'hui. Je suis vraiment, l'école du micro d'argent reste pour moi le sommet du genre, tu vois. Je trouve que le rap, c'est quand même extrêmement putifié, si je peux utiliser ce terme, durant les années 2010, à être une espèce de personnage, tu vois, genre dans la vulgarité, dans le côté sexiste, dans l'apologie du trafic de drogue. Et aujourd'hui, j'ai du mal avec le rap moderne, tu vois, qui est un peu un copier-coller partout, tu vois. Si on parlait de l'IA qui peut pas recréer d'émotions, je trouve que le rap aujourd'hui manque cruellement d'émotions avec toutes ces voix autotunées, toujours ce Charleston qui tape de tous les côtés à fond, toutes les instrus se ressemblent un peu, tu vois, je trouve le rap atteint vraiment une période où il va devoir évoluer, ouais, c'est clair. C'est de là que je voulais en venir, justement, quand tu me parles de la scène rock là, qui a été chercher d'autres influences pour s'exporter, pour aller ailleurs. Ça me faisait tout de suite penser peut-être à la scène rap, parce que là, l'année passée, si je me trompe pas, on a fêté les 50 ans du rap. Ouais, ça fait 50 ans déjà qu'on écoute du hip-hop. Vite fait, hein? 2023. Fait que c'était 83 le commencement qu'ils disent, là, tu sais. Fait que 50 ans plus tard, comme tu le dis, il n'y a rien qui est... Tout est éphémère, tout, un moment donné, monte, ce qui monte doit redescendre. C'est devenu une musique comme les autres, au final. Le rap est devenu la pop. Puis exactement, quand tu regardes voit. ça, c'est vraiment, il n'y a pas des différences entre les clips de 6ix9ine et les clips de Miley Cyrus, par exemple, tu vois. Ouais. C'est exactement, il n'y a plus l'originalité du début. Puis il y a plus, je trouve, ça a énormément perdu son côté social, revendicatif et poétique qu'il y avait au début, qui est devenu vraiment, ouais, une espèce de business machine avec des gens bizarres qui tournent autour des artistes, comme on en parlait. Et ouais, c'est, ouais. Je trouve étrange que le rap. Ça me fait penser complètement à part, mais ça me fait penser aussi... C'est pourtant la dernière grande révolution musicale qui est arrivée exactement. En Occident. Puis un peu avant ça, dans les mêmes temps, je pense que le rap prend son envol. Il y a une autre scène aussi, je sais pas si t'es familier avec, mais la scène punk qui... Montréal, c'est une terre de punk assez incroyable. Hein. Mais on dirait que c'est une scène qui a influencé beaucoup, et même le rap, parce qu'il y a eu des mélanges, des productions qui se sont mélangées un petit peu là-dedans, mais on dirait qu'elle a jamais pris son apogée, pris son envol pour pouvoir vraiment, comme le rock, le rap ou le classique. Le punk a explosé et a été un style musical marquant dans les années 70 quand il est arrivé avec les Sex Pistols, les Clash en Angleterre. C'est vrai que le punk est devenu le rock à papa d'aujourd'hui. Ça a un peu changé, c'est devenu plus pop avec tous les groupes des années 2000, Sum 41, Good Charlotte, tout ça. Mais c'est vrai que ouais, le punk... punk pop un peu plus. Ouais, tout est devenu un peu punk pop. Mais c'est vrai que le punk est devenu le nouveau rock à papa pour les... d'aujourd'hui. Intéressant. Ouais. Parce que c'est ça, je trouve que c'est une scène qui a influencé beaucoup, mais on dirait qu'elle n'a pas été au maximum de ses capacités. Je pense que c'est un style qui, de toute façon, vu sa niche, ne pourra jamais être extrêmement populaire. Non, mais pourtant, si on regarde la niche du rap au départ, parce qu'on aurait pensé que ça serait 50 ans plus tard comme ce que c'est aujourd'hui, avec des charts en Amérique latine, en Amérique, en Europe, numéro 1. Mais il y a 50 ans, le hip-hop n'était pas aussi pop que In Da Club de 50 Cent, tu vois. Exact. Qui est une musique qui peut être écoutée par la ménagère de plus de 50 ans, tu vois. Alors que c'est moins le cas qu'une ménagère de moins de 50 ans, écoute un bon album de punk à fond les ballons. Rancid. Rancid en se buvant une petite 8-6 dans son canapé, tu vois. Ça peut arriver. Mais ouais, ça l'est beaucoup moins, tu vois. Donc le punk aura jamais un côté mainstream, même s'il a eu un petit côté quand il était pop avec Sum 41 pour les adolescents, mais vraiment mainstream, je pense que ce sera malheureusement impossible pour le rap, pour le punk, pardon. Ok, intéressant, très intéressant. Puis à Montréal, qu'est-ce que t'aimes le plus ici? Ça fait quoi, déjà 5-6 ans là, que t'es ici? La SQDC. C'est vrai, tu me fais penser, c'est quoi la réalité en Europe? Comment ça se passe en ce moment pour la consommation de cannabis? Tu te fais arrêter avec un joint en France, c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Fait que tu t'es caché tout le temps là, quand tu consommes. Et puis je te conseille pas de fumer en prenant le volant parce que la France c'est le paradis des contrôles de police en voiture. Et t'as le chito-test à 7h du matin en voiture. Non, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Parce qu'ici, ils n'arrêtent pas de nous, on va dire, de nous faire peur avec ça, le test. J'ai jamais connu personne qui s'est fait mettre un test de marijuana. Après, il faut pas conduire en ayant fumé, c'est important. Sûr, mais ouais, non. L'Europe a une énorme répression sur le cannabis, qui au final est un peu absurde.
Euh, Fait qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Le SQDC, tout ça, il n'y a pas de. Il y a rien qui ressemble à ça en Europe, Il en y a France. rien qui... Non, non, ça n'existe C'est pas. illégal. C'est illégal, et, faut aller dans les cités, c'est dangereux, tu peux te faire buter en allant acheter ton truc. ouais. Non, 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 c'est bon, ça dépend, C'est une autre ça dépend d'où réalité. tu viens en France, quoi, mais c'est autre chose, quoi. Donc t'as pas des produits de grande qualité, c'est difficile de se fournir, puis Ça coûte cher. ça coûte cher, c'est un nid Tu dans sais le pas merde. qu'est-ce que tu vas recevoir la qualité. non plus, Voilà, comme tu alors dis. voilà, maintenant de plus en plus de pays d'Europe légalisent, tu vois, il y avait déjà la Hollande qui avait dépénalisé depuis longtemps, là la Belgique vient de dépénaliser. Tu peux faire pousser du cannabis chez toi en Belgique et tu as des cannabis clubs. L'Espagne aussi c'est pareil, ils ont des cannabis clubs donc c'est dépénalisé, c'est un club où tu adhères à l'année en fait et c'est une association qui fait pousser ton cannabis. Ah, Donc tu ouais. files genre tu t'inscris pour je pense 100 € et tu viens acheter ta weed quand tu veux. Le Liechtenstein a légalisé. Le Luxembourg a légalisé. Au Portugal, toutes les drogues sont dépénalisées depuis longtemps. Ouais, la France, c'est ça qui est dégueulasse, tu vois. C'est vraiment une répression sanguinaire pour choper le petit gars qui fume son joint dans un coin. C'est quand même dégueulasse, quoi. Ouais, c'est fou. Ça, et puis surtout, en fait, moi, ce qui me fait de la peine, tu vois, c'est qu'en fait, 90% des temps, ils arrêtent pas des gros trafiquants. Ils vont arrêter un adolescent qui fume un joint dans un parc. En Et ils vont finissant de faire- travailler. là. Et ils vont faire chier, tu sais, un système juridique et faire dépenser de l'argent aux contribuables, Mm. alors que les flics devraient arrêter des trucs plus dangereux, tu vois, Mm. qu'un gamin qui fume un joint dans un parc. Non, c'est Et, pas ça. et ouais, et en fait, le problème, c'est vu que c'est illégal, t'as pas d'éducation là-dessus, tu vois. Genre, tu sais, personne n'en parle, c'est C'est un super truc, tabou. c'est super tabou, là, 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 là. Donc, c'est sûr que, ben voilà, tout le monde fume, personne le dit. Et puis, ouais, c'est illégal, quoi. OK. Fait que SQDC, ton top 1, Montréal, Non, des non, c'est vrai que activités. c'est quelque chose. Moi, surtout, en fait, genre, j'ai toujours prôné la légalisation du cannabis pour les personnes âgées. Mhm. Genre, 100%. j'adorais mes grands-parents, mais ils prenaient tellement de médicaments, tu sais, pour le machin, Les nanana. opioïdes aussi, même Non, quand mais t'as des maux de dos. même pas puis- des opioïdes, mais tu sais, tous ces trucs pour le cœur, pour être moins tendu, parce que Ouais. t'as mal là. Alors qu'un petit joint pour les vieux, Ça pourrait être. ça change la life, on est d'accord. Le 100%. THC pour les vieux, je suis pour l'utilisation médicale du THC comme antidouleur, comme tout, ça peut tellement être génial Ouais. pour lutter contre la sur médication. surmédication, excuse-moi. 100%. Je trouve ça génial, tu vois, que genre, des fois, je vois des petites mamies qui s'achètent leur joint et qui fument dans un parc ici et qui rigolent après. Tu vois, genre, ça change quand même ta vie quand t'es vieux d'avoir un truc qui t'enlève tes douleurs, qui t'aide à avoir le monde un peu meilleur, tu vois. Et je pense que ça, c'est important. Après, c'est sûr que c'est bien comment c'est fait au Québec. Avant 21 ans, tu peux pas en toucher, même si on sait très bien que les ados peuvent en trouver facilement. C'est quand même bien ce système, je trouve, de légalisation que ça Ouais, permet parce que d'éduquer les gens. Celui qui veut fumer en revenant du boulot, il peut fumer son petit joint chez lui, personne va l'emmerder. Et puis, c'est une bonne chose. Puis c'est quand même nouveau, je veux dire, si je me trompe pas, là, ça fait peut-être 4-5 ans à peu près. Ça fait là. 2018, c'est ça? T'as C'est vrai, t'as les ouais. dates mieux que moi, on va Ah, dire aux 6 ans alentours de d'abord. ça, Parce que moi, ma réalité en grandissant, c'était pas ça. Le SQDC, c'est arrivé, j'ai déjà Ça quasiment... doit te faire tellement bizarre quand ça arrive. C'est le premier jour où tu vois, pour la Ben, première exactement. fois. Moi, je me Et puis rappelle. t'es là, y a pas de flic, y a pas de policier, y a pas la police, y a pas la police. La première journée, je pense, excuse-moi, vas-y. La première journée que ça a été légalisé, moi, je me rappelle, je suis allé à la SQDC. Puis je pense qu'on a entendu 2h30, genre, pour Ah. aller. Il y avait tellement un hype, puis ça a été comme ça pendant un bout de temps. Ah, je Après, sais, quand je suis arrivé, il y avait une c'est- queue de dingue pour Ah rentrer. à ouais, SQDC. toi, tu t'allais pas faire. Ça prend un peu de temps, là. C'est là que je voulais en venir. Tu dis 2018, ça fait du sens. Moi, par le temps que ça ouvre en 2018, j'ai presque 30 ans. Fait que j'ai pas cette habitude-là d'aller dans un magasin pour m'en procurer puis tout ça. Fait que ça a pris du temps. Je te dirais que peut-être là, dans les 2 dernières années que je l'essaye plus. Sinon, ben moi, comme tu disais en France, c'est comme ça que j'ai grandi aussi. Il faut que tu trouves quelqu'un, tu sais pas trop où tu vas. T'as des connexions, des bonnes, des mauvaises. Quand tu le sais pas, ben t'as pas du bon truc qui ressort de ça. Puis quand t'as les bonnes connexions, ben tu réussis à trouver des affaires qui font du sens. Mais c'est pas toujours facile. Tu sais, quand tu grandis un peu dans ce milieu-là, ben t'as les connexions plus faciles. Mais quand t'es pas dans ce truc-là carrément puis que tu veux consommer, ben là, faut que tu connaisses quelqu'un qui connaît quelqu'un qui te réfère, puis là après ça, tu peux te faire fourrer, tu peux te faire donner de la merde, tu peux te faire voler, tu sais pas qu'est-ce Ouais, qui peut tu sais arriver, jamais tu sais. tout ce qui peut arriver. Donc c'est sûr que. Mais ouais, c'est moi, une je- autre réalité. Puis... Moi, je suis quand même, je trouve que c'est quand même une bonne chose d'avoir légalisé le cannabis. Je pense que ça soulage pas mal la justice, la police, la santé. Et au final, c'est un truc qui existe depuis
des millénaires, Ah oui. c'est fumé. Ils ont retrouvé, je crois, une momie qui avait des graines de cannabis qui avait plus de 6000 ans, quoi. Ah, ouais. Tu vois, donc ça veut dire que, tu sais, c'est... Et je trouve ça bête, en fait, d'avoir interdit ça pendant des années, alors que tu peux faire tellement de choses, ne serait-ce qu'avec la plante aussi, les fringues en lin, en 100%. chanvre, en chanvre, tu peux faire tellement de choses. Je pense Textile. que Textile, les isolations en chanvre, pareil, c'est c'est exactement, extraordinaire. exact, Pareil que c'est le 100%. nouveau truc, tu vois, et en fait, on est passé au plastique et on a abandonné le chanvre alors que c'était vraiment une plante qui était quand même hyper utile. Ben oui, puis des fois, j'ai l'impression un peu que c'est le lobbyisme aussi autour de ça, tu sais. Parce que Comme c'est- je pense qu'il y a cette histoire qui dit qu'il y a un espèce de complot. C'est des pétroliers qui ont interdit le chanvre parce qu'avant Qui tout voulaient était fait pas. en chanvre. Texte, Les les bateaux, pétroliers tout est- ouais, qui les disent dans pétro- les années 20, dans ces alentours-là, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire tellement de trucs avec le chanvre, le pot, au-dessus de 120, on va dire, procédés Utilisation, différents, que Et, ça et aurait... ils ont inventé le plastique et le plastique faisait la même chose et seulement ça coûtait plus cher. Donc du coup, ils ont... Et t'as beaucoup d'histoires Ouais, là-dessus, c'est extrêmement intéressant. L'histoire du cannabis, l'humanité est extrêmement intéressante. Il y a un bouquin là-dessus que j'avais lu pendant ma thèse sur l'histoire du cannabis, c'est extrêmement intéressant. Toute l'histoire de l'humanité est un peu connectée à ce truc. Et voilà. Maintenant, c'est un business qui est un énorme business qui rapporte des milliards aux Bah États-Unis. T'as des milliardaires du cannabis. T'as Mhm. quand même, ici, c'est un métier. Tu vois, tu peux vendre du cannabis à la SQDC. C'est un métier normal. C'est dingue, hein. Ouais, puis pour faire un petit peu l'annexe à ça, moi je connais, comme je t'ai dit, je viens pas de l'univers de la SQDC et tout ça. En étant jeune, j'ai côtoyé beaucoup de cultivateurs, des gens qui faisaient pousser le cannabis dans des maisons, dans des industries, dans des commerces, des places que jamais tu vas T'aurais pensé t'imaginer. ça, ouais. c'est ça Jamais t'aurais que- pensé. Ça sent beaucoup la weed chez le Tu disquaire. passes au là. centre-ville, tu vois un building comme ça, tu penses que c'est tous des magasins. Ben non, il y a un étage, c'est rempli de potes, puis tu sais même pas. Puis, ben, il y en a beaucoup là-dedans qui se sont fait arrêter. Il y en a beaucoup là-dedans qui ont fait des grosses peines Ah. pénitentiaires. Mais quand que ça a été légalisé, ils sont retournés voir ces gens-là. Puis en fin de sentence, ils leur ont proposé de travailler pour le gouvernement. Fait que c'est bizarre un peu, hein, comment tu peux faire une affaire qui est hyper illégale une année, une décennie, puis la décennie d'après, ils ont besoin de toi. C'est ce qu'ils ont fait, je crois que c'est à New York, à l'État de New York, ils sont allés voir les dealers en leur disant maintenant on va légaliser, c'est vous qui gérez le truc, vous faites le truc propre et ils leur ont filé des licences. Je pense que c'est aussi un moyen d'avoir une sorte de paix sociale. Nous en France, on a beaucoup de problèmes de trafic de drogue liés au shit dégueulasse qui est vendu dans les cités et à la criminalité. Si c'était légal, il y aurait moins de problèmes. 100% en termes de Pas qualité de ceci. produit aussi, puis que justement avoir à cœur la santé de tes citoyens aussi d'une certaine façon, je pense que c'est important pour toute personne. Puis c'est fini notre génération, c'est vrai que la weed fait partie de notre génération. Mais exactement, ça fait partie intégrante. Donc qu'elle soit légale ou qu'elle soit pas légale, en bout de ligne, on va en fumer pareil. Ouais. C'est pas ça qui va faire en sorte. C'est juste que Puis je pense que Le- t'en fumes plus quand c'est illégal parce que tu vas aller t'acheter une grande quantité. d'un Alors que quand coup, c'est c'est légal, vrai. tu vas juste acheter ton joint pour le samedi soir. Je pense que c'est plus safe et plus sécure de légaliser. Ben oui, parce que je veux dire, tu sais, écouter une coupe de films, puis aller dans les cités, puis tout, puis tu rentres là, puis là, il fait l'appel, là, t'attends, tu montes en haut. Tu sais, pour le consommateur normal, monsieur, madame, tout le monde, en fait, là, c'est pas nécessairement l'expérience qu'ils veulent avoir, là, Ouais. puis que là, il y a une descente de police, puis là, ça crie « aha », là, puis, Ah! c'est compliqué, puis tu sais, d'où je pense aussi que ça pourrait être bénéfique, justement, en France. Moi, je comprends pas qu'après autant de temps, même, tu sais, comme le Québec puis la France, comme on se disait, on est quand même capable de... Ouais, mais nous, on on est a un des pays, on est un ressemblances. pays de vieux droitards. Tu vois, les vieux, ça les met mal à l'aise et tout, que les jeunes fument de la weed, alors ils vont pas illégaliser tout de suite. Ouais, Mais au bout d'un moment, économiquement, on sera tous obligés de le faire, quoi. exact, 100%, 100%. Puis à part de la SQDC, quel Alors- autre truc marquant ici, Alors, Québec? qu'est-ce que j'aime au Québec? Franchement, genre, je suis tellement heureux de retrouver l'hiver. Tu vois, genre, moi, vraiment, ben, là d'où je viens, c'était le pays de la neige, le pays du ski, et le réchauffement climatique a complètement changé tout ça. Et nous, on est vraiment en train de vivre la fin des stations de ski. Il y aura plus d'hiver en France. Le dernier Noël que j'ai fait en France, il faisait 25 degrés à Noël, quoi. OK, fait que Donc- c'est pire qu'ici. là, Ouais, le vraiment. réchauffement climatique, nous, on le sent. Mais la France, ça va être le pays d'Europe le plus touché par le réchauffement climatique, en termes d'augmentation, bref. Et voilà, donc, moi, je retrouve, tu sais, les hivers de mon enfance où j'avais de la neige jusque-là. Je trouve ça merveilleux. Tu sais, le vrai hiver, la neige, et puis le fait qu'il y ait deux Montréal. Tu sais, t'as le Montréal de l'été, t'as le Montréal de l'hiver. T'as vraiment toute une culture musicale ici de dingue, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens assez fous. C'est assez dingue cette ville. Donc tu rencontres des gens différents à chaque saison. Et moi, c'est ça que je trouve assez cool. Après,
Moi, la langue, la façon dont vous parlez, c'est tellement marrant et poétique. Et j'aime le fait d'être perdu. En fait, genre, j'adore le film Lost in Translation. Je sais pas si tu l'as vu avec Bill Murray. Ouais, ça me dit Comment elle quelque chose. s'appelle, la blonde. Ah, très grande actrice. Ah, bref, Lost in Translation de Sofia Coppola. Quand ils sont perdus à Tokyo, ils comprennent rien. Moi, j'adore ça en fait. J'adore aller dans un pays et tu sais rien comprendre ou genre, je trouve ça merveilleux d'être perdu, tu vois. Genre quand t'es tout le temps chez toi, t'as les mêmes repères. Tu sais, c'est un train-train un peu chiant, je trouve. Moi, j'aime bien arriver ici et des fois pas comprendre ce que les gens me disent. Je trouve ça merveilleux et puis on rencontre plein de gens assez dingues ici. T'as beaucoup d'immigration latine aussi. Beaucoup d'immigration du monde entier, donc on rencontre le monde à Montréal, c'est ça qui est quand même, C'est qui est vrai quand hein, même que chouette. c'est peut-être un peu, on y pense pas, mais nous, directement au-dessus de l'Amérique, on est dans l'Amérique du Nord, mais t'as l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, fait qu'on a beaucoup d'influence puis d'immigration qui vient de là. Mais vous, en Europe, vous avez pas nécessairement cette vague d'immigration. Ah non, là, on n'a pas j'imagine. ce qu'on appelle les latinos, il y en a Exactement. pas beaucoup. C'est ça, Ou des j'imagine. espagnols, mais il n'y a pas de. Il y a Beaucoup pas, plus il y a- maghrébien, Ouais, il y en a Afrique, beaucoup. tout ça. Voilà. Puis Europe de l'Est, ouais, fait que c'est une autre réalité, c'est vrai, on y pense pas, les vagues d'immigration, veut Mm. pas, puis Montréal, c'est une plaque tournante. Il n'y a un pas peu. beaucoup de restaurants mexicains en France, quoi. Ah. Il y en a quelques-uns, mais tu vois, c'est pas un truc. La culture latine n'est pas aussi représentée. Ok, intéressant, très intéressant. Mais c'est Puis, ça qui est bien, tu vois, genre tous les bars latinos, tu as quand même une super ambiance ici à Montréal. Tu trouves le Puis- soleil au milieu de l'hiver. Puis quand tu parles d'hiver, de neige, c'est drôle de t'entendre dire ça, hein, que là, tu retrouves tes hivers, tu retrouves ta neige. Parce que là, nous, on s'en rend compte, rendu en novembre, il fait des 25 degrés. Ah, c'est sûr, il faisait combien à Halloween là? Il faisait 25 degrés. Moi, j'ai fait 25 degrés, Halloween j'étais en t-shirt. short, j'étais Ah. déguisé en Charlie Brown, j'étais pas sûr de mettre des shirts, j'ai regardé la météo, il faisait 25 jusqu'à 11h le soir, j'ai jamais vu ça. D'habitude, il pleut toujours dans les 10 dernières années, puis on tire quasiment sur la neige. Là, tranquillement, on le voit. Depuis mon secondaire, fin secondaire, fin adolescence, on nous le dit, réchauffement climatique, ça s'en vient de plus en plus. On rit de ça, on trouve ça drôle, mais à chaque année, à chaque décennie surtout, là, on commence à vraiment le voir. Puis moi aussi, quand j'étais jeune, là, puis j'entends l'histoire de nos parents qui nous disent la neige au top des voitures, la déneigeuse passe, il n'y a pas d'école pendant 2, 3, 4 jours, le temps qui défasse tout ça. À cette heure, ça tombe, c'est quasiment en eau. C'est de la sludge, comme on appelle ici au Québec. La Je sais pas slush. si vous utilisez Ouais, ce mot-là. j'ai compris, je sais ce qu'est la slush maintenant. Fait que, Nous, on ouais, dit de la c'est ça. pleuge. Ah, ok, pleuge. Il pleuge. C'est de la pluie et de la neige, de la pleuge. Pleuge. Ouais, nous, c'est de la sludge. Mais. Tu sens le côté agacé, quoi. C'est de la slush. Les pieds dans la sludge, esti. Ça vient, ça, la slotch et le drink, là, dans le fond, I Exact, guess. Là, la j'imagine slotch, ben, tu connais ça, comme on a une barbotine. Une barbotine. Alors ça, Exactement, qu'est-ce que exact. c'est qu'une slush? C'est une barbotine. Oui, je sais. Exact, exact. C'est drôle des fois d'entendre justement de comparer nos expressions parce qu'au final, ça vient tout pas mal En France, la slush, ça s'appelle un granita. C'est un granita, c'est ça. Tu vois, c'est trop bizarre. Genre, qu'est-ce que c'est qu'une barbotine? Ben, c'est un slush. On est là, genre, mais qu'est-ce que c'est un slush? C'est une barbotine. On est là, genre, montre-moi ça. Ah, un granita. Ouais, ok, c'est bon. Puis si on mettrait l'envers un peu de ça, y a-tu des choses qui te manquent de l'Europe, de la France? Le vin pas cher me manque énormément parce que le vin ici coûte une fortune. Ouais, Parce non. qu'il est quasiment tout exporté. Ouais, Parce les que- bouteilles de vin qu'on achetait 8 € en France, on les paye 30 $ ici, c'est merveilleux. Donc c'est vrai que ouais, je me suis mis à la bière parce que ça coûte moins cher. Non, c'est sûr que ouais, il y a plein de trucs qui manquent, surtout alimentairement et les amis, la famille, tout ça. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours voulu vivre à l'étranger en fait, tu vois. Genre je suis vraiment parti de bon cœur pour vivre le rêve américain au Québec. Et non, moi la France me manque pas beaucoup, mais c'est sûr que ouais, des fois certains plats, la bouffe, certains aliments. Mais bon, on trouve de tout ici à Montréal, donc on n'est pas non plus perdu alimentairement. Ouais, c'est ça, on est quand même diversifié, surtout à Montréal. C'est sûr qu'après ça, si tu t'en vas en banlieue, en région, ben là, de plus en plus, là, tu perds un peu la diversité. Il y a de moins d'immigration à l'extérieur. C'est vraiment sur l'île de Montréal même. Mais ouais, c'est intéressant. Puis tu me parles de nourriture, justement, des trucs qui te manquent. Ça me fait penser, j'ai un petit segment, on va dire, là, dans le podcast. J'aime ça poser des questions, puis je vais le faire avec toi. Les plats, tes plats préférés, Oh, admettons putain. 3 de tes plats préférés que tu Oh là là. Comment tu peux choisir 3 trucs? Alors, qu'est-ce que j'aime le plus bouffer? Alors déjà, moi j'ai une passion pour la pizza, qui est quand même bon classique. Pizza.
Qu'est-ce que j'aime bouffer le plus? Ah, c'est compliqué parce que moi j'aime la bouffe. Je dirais, je suis un grand fan de steak tartare. Je viens d'une famille de bouchers, donc j'aime, tu sais, la viande bien crue quand elle est bonne. Tartare de bœuf, ouais, un bon tartare de bœuf avec des capres là, bien retourné avec une petite sauce piquante. Hein. Putain, ça donne faim, j'ai pas bouffé là encore. Tu me donnes faim, moi. À quoi on reconnaît un Français, c'est le seul qui parle de bouffe à midi, de ce qu'il a mangé le soir. Bref, tartare de bœuf, pizza, lasagne, j'aime bien les lasagnes. Mais moi j'aime un peu tout, j'aime beaucoup la bouffe asiatique, j'aime beaucoup tout. Donc c'est vrai que je dirais si mon dernier repas ce serait une pizza, je pense. Mais ouais, tartare de bœuf après et puis. Une pizza à quoi? Ça, c'est la question. La question qui tue. Pizza à quoi? Classique, La dress, double mythe de Pizza 900. Si jamais, je trouve Pizza 900, c'est les meilleures pizzas qu'il y a dans le coin, ça, Fugazi. Mais la double mythe de Pizza 900, Shout out. c'est une des meilleures pizzas de Montréal. Ok. Mais après, pizza classique, tu vois, j'aime bien les trucs simples. Maintenant, ils font des pizzas avec de la salade dessus. Ma blonde, elle La adore ça. roquette. Avec ouais. de la roquette, Ok, quoi. oui, ben oui, Ton ben truc, oui. c'est une salade sur une truc de pizza. Ouais. Ça a pas de sens, quoi. Les gars, arrêtez vos conneries, quoi. C'est comme les desserts pizza, t'as vu ça? Genre les pizzas au Ouais, Nutella. chocolat. Ouais, Oh ouais, là Il y a ouais. là. les pizzas sushi maintenant. une queue de aussi. castor, ouais. là. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Puis, Ouais, pizza sushi, ouais, ça j'ai vu. T'as des trucs, ouais. destination voyage, sinon, aurais-tu 3 endroits vraiment dans Alors ton le top? Japon, je suis allé au Japon en février, c'était le rêve de ma vie, c'est un endroit où aller qui est fou. Vraiment Tokyo, monde extraterrestre, hein, t'es perdu, ils parlent pas anglais, ils parlent pas français, Comme tu disais T'es- dans le film tantôt, là, t'es déconnexion. perdu, mais c'est ça qui est magnifique, quoi. Tu sais pas où tu vas, la bouffe est exceptionnelle, vraiment. La nourriture japonaise, meilleure du monde. Je te conseille, ouais, Tokyo à faire une fois dans sa vie pour être complètement dépaysé. Un endroit magnifique en Italie, Côme. Ah, Côme. Au bord du lac de Côme, c'est là-bas où habite Georges Clooney. C'est magnifique, ça coûte pas très cher. Et en fait, t'as un bateau et tu fais toutes les petites villes le tour du lac. Exceptionnel. Côme en Italie, extraordinaire. Et un troisième endroit, Amsterdam, tiens, un petit endroit. Vous êtes déjà allé à Amsterdam, les gars? Non, mais Non. j'aimerais ça, moi Ah, aussi, écoute, ouais, c'est ouais. merveilleux. Faut pas y aller trop longtemps parce que tu perds des neurones. Mais si tu passes en Europe, 3 jours à Amsterdam, ça coûte pas très cher. C'est magnifique. Et c'est très très chouette. J'aime bien le concept aussi, là, quand on voit à la télé, là, avec le canal. Ah, les mais gens mec, se c'est promènent. magnifique. Franchement, genre, C'est c'est original. tellement beau. C'est tellement beau, vraiment. Si t'aimes les villes d'eau, c'est magnifique Amsterdam. C'est vraiment, t'as beaucoup de musées, les musées sont magnifiques, la place est belle, les gens sont vraiment gentils, tu peux fumer de la weed. Les coffee shops, c'est vraiment un truc genre trop bien. Tu peux fumer que dans les coffee shops et tu sais, ils font des milkshakes, ils font des trucs, donc c'est super bien de passer son temps là-bas. Il y a beaucoup de Français, donc beaucoup de gens parlent francophone. Ouais, T'es pas trop puis, perdu. Puis je suis surpris justement que cette mode-là, on va dire des coffee shops, que justement depuis la légalisation, on soit pas déjà rendu ou dans le processus de se rendre vers là, je comprends pas. Me semble que c'est la suite logique, justement, ils veulent décriminaliser. Mais en fait, genre, ça. le système, on reparle de la légalisation du cannabis. Ouais. Le système hollandais est très spécial. C'est-à-dire qu'en fait, le cannabis, c'est dépénalisé uniquement dans les coffee shops. Mais en fait, la culture reste illégale. En fait, c'est à partir du moment où le cannabis rentre dans le coffee shop qu'il devient légal. C'est peut-être une alternative. Non, mais en fait, c'est super bizarre parce que eux, du coup, les coffee shops, ils se fournissent auprès de dealers dans l'illégalité, tu vois. Mais eux, quand ils le vendent, c'est légal. C'est le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas fini leur légalisation du cannabis complètement en Hollande. Vraiment spécial. Eh bien. Puis sinon, si on irait plus du côté transport automobile ou moto, peu importe. Alors moi, la moto me fait très peur. J'ai un cousin, Romain, que je salue d'ailleurs si tu nous regardes, qui a fait crever combien de fois en moto. Mais genre, moi, je suis assez flippé de la moto. Okay. Déjà, je suis pas un enragé de la vitesse, en fait. Déjà, moi, la voiture, c'était compliqué d'apprendre à conduire. Je suis pas un gros enragé de la vitesse. Puis tu as, mettons, 3 voitures là, que ça Ah non, serait moi, je suis ton- pas très bagnole, hein, pas Non? du tout. Moi, alors moi, Pas les de moteurs me problème. font pas bander. Je suis Ok. désolé. Les instruments par exemple. Ouais, Trop, on est dans le genre à non, parce choisir. que moi, il me faut une voiture où je peux mettre des choses dedans pour transporter tout le matos, tu vois. Donc, c'est sûr, j'aime bien une petite Z4 BM, tu vois. Ok. C'est beau, ça ressemble à une Batmobile. Mais c'est pas pratique, quoi. Tu peux pas mettre le gamin à Non, l'arrière, c'est tu sûr, peux pas mettre la ouais. poussette, tu peux pas mettre les Les amplis. guitares, Y a pas de Les place. guitares, C'est tu vois, non, c'est ça. faut un gros truc. Non, non, moi, je suis pas très bagnole. Mais sinon, en transport, le train. Moi, j'aime bien le train. Oh, ok. Surtout Quand tu en- prends le train, c'est vraiment posé. Surtout quand moi j'ai fait le train Montréal-Québec, c'est magnifique. Ça Je l'ai va. jamais fait. Ça coûte pas très cher, c'est doux. Bon, tu mets 3h30, mais tu sais, tu te poses. Les trains au Canada, au Québec, ils sont d'une qualité extraordinaire, vraiment. Un des meilleurs voyages en train que j'ai fait à la campagne, c'est zen.
Vraiment magnifique. J'aimerais bien faire le train de Montréal à New York. C'est 10 heures, mais pareil, tu as des paysages à voir qui sont exceptionnels. De ce que j'ai entendu, Justin Trudeau, en tout cas, j'ai entendu dire qu'il y a un projet de Toronto à Montréal qu'ils vont faire en TGV. C'est des rumeurs, là. Ben, j'ai entendu ça passer, mais Ça, ce serait bien, un petit petit TGV pour aller vite. C'est vrai que ce serait bien si on pouvait faire... Parce que je pense que c'est ça le problème avec Montréal aussi. On parle des transports en commun aussi. Tu sais, moi, j'ai de la misère un peu avec ça. On veut qu'on prenne le transport en commun, mais on dirait que le système, juste, on parle en autobus, mais en métro, on a encore de la misère. Il y a des pannes, etc. En Europe... Le problème de l'Amérique du Nord, c'est que c'est construit pour les voitures et qu'en fait, tu as des endroits à Montréal où tu es en 5... Tu vois, je suis venu ici en voiture, ça m'a pris 15 minutes. En transport en commun, je mettais 1h30. Ouais, exactement. Donc après, c'est sûr que... moi, j'aime bien prendre le métro. Franchement, je suis pro métro. C'est vraiment cool et tout. Quand tu sors en soirée, c'est quand même ultra safe. Tu prends pas de voiture, tu rentres chez toi vivant, tu tues personne. C'est merveilleux. Mais après, c'est vrai qu'il y a des endroits où tu veux aller pour la musique, pour des machins où tu es obligé d'avoir un char, tu vois. Et c'est ça qui est assez différent de Paris où tu vraiment pas besoin de voiture. Ben, exactement. Puis même en Europe, je veux dire, tu peux faire voyager en TGV. Tu n'as pas besoin de passer de douane parce que tu es dans l'Union européenne. Fait que tu peux faire... de pays à pays en TGV, puis ça prend pas tant de temps. Je veux dire, c'est 300-400 km à l'heure que ça va. Là. Je veux dire, ce serait cool d'avoir, comme on dit, un système déjà à la base qui serait fonctionnel ici à Montréal. Peut-être un jour, on va avoir un TGV. On va voir. C'est vrai que ce serait bien. C'est sûr que Montréal-Québec, c'est un peu long, mais en TGV, ça vous fait 40 minutes. Ça ferait exactement. En plus, on a des grosses compagnies, Bombardier, etc. C'est sûr que c'est le truc à mettre en place. Parce que c'est vrai que si on faisait Montréal-Toronto en 2 heures, on irait plus souvent à Toronto. Et exactement, puis, oui. On irait faire du rap à Toronto. J'irais peut-être pour une fois, tu sais. T'es jamais allé à Toronto, mais faudrait que j'aille voir. J'ai un copain là, qui a un ami photographe, Marley, qui s'est installé à Toronto. Je vais essayer d'aller le faire chier et d'aller passer une couple de jours là-bas pour voir, mais j'irai en train. Let's go. Mais je crois que tu mets pas, quoi, c'est 5 heures de train pour aller là-bas? À peu près. Ben, plus que ça, je pense, parce qu'en voiture, Montréal-Toronto, c'est quoi, 5 heures, 5h30? Fait que ça doit être 6 heures, on m'avait dit. Ouais, 6 heures à peu près. Fait qu'en train, ça doit être à peu près 7 heures. Je sais pas si. Franchement, entre 6 heures de voiture et 1 heure de plus en train, je préfère prendre le train. Ah, non, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'étais étudiant, je faisais les allers-retours entre ma région et Paris et Lyon en train. Je prenais tout le temps le train. C'est bien, tu te poses, tu allumes ton ordi, tu te mets ton casque, tu peux bosser. Tu peux lire des livres, tu peux faire. 100%. C'est une bonne vibe. Moi, c'est une bonne vibe parce que j'aimais bien le train. Je trouve que c'est assez. Puis, si t'aurais 3 projets musicaux ou artistes à nous nommer qui vraiment ont. Qui sont les meilleurs projets musicaux que tu as entendus ou sinon artistes là, d'aujourd'hui de Montréal? De tous les temps. Oh, pas de Montréal dans ta vie, là, toi. C'est quoi les 3 projets musicaux ou 3 artistes que tu aurais retenus, là, que vraiment, ça c'est ton top, c'est ton apogée à toi? C'est fatigant ce genre de questions. Ok, on y va. Américain, ce serait anglophone, ce serait Beatles, Velvet Underground, donc Lou Reed, et les Brian Johnson Massacre. Pour moi, les 3 groupes les plus extraordinaires du monde de la musique. Après, en songwriter, je dirais Jacques Brel, parce que scéniquement, c'était un dieu. Brassens, Ferré, bon, ça, c'est mon trio français de cœur au niveau de la création musicale. Après, qui tu peux en garder juste 3, ce serait compliqué, mais je dirais... Après, il y a le jazz, je suis un grand amoureux de jazz, je suis amoureux de Petrucciani, ce pianiste exceptionnel. Ouais, je dirais les Beatles, Jacques Brel et Petrucciani, quoi, les 3 plus grands artistes qui ont frôlé cette terre. C'est bien. Je suis désolé, il n'y a pas de Québécois, les amis. Ben non, c'est bien correct. C'est diversifié, c'est ça. Un Belge, un Français et des Anglais. Je suis désolé, c'est très européen. Je suis désolé, les amis. Il faut qu'on step up notre game encore, c'est pour ça. Linda Lemay n'est pas dedans. J'adore Linda Lemay. Franchement, en plus, j'ai toujours trouvé qu'elle écrivait magnifiquement bien, cette femme. Il y a tellement de monde à choisir qu'à un moment donné, 3. Ouais, après, t'as aussi des monstres sacrés, quoi. Tu peux pas oublier les Beatles, quoi. Je sais pas, tu peux pas. Il y a des trucs. Moi, je suis amoureux des Beatles aussi, mais merde. Il y a des trucs. Puis, je sais que t'as parlé un peu de films tantôt. Je sais pas si t'es un cinéphile. Je suis un grand amateur de films. 3 films, séries. Ou alors, les 3 plus grands films de tous les temps, c'est simple, clair et net. C'est Claude Atlas, des sœurs Wachowski, ceux qui ont fait Matrix. Claude Atlas, exceptionnel film. La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, qui est le plus grand film européen, et Le Parrain. Pour moi, c'est le top 3 des meilleurs films. Si t'as pas vu Claude Atlas,
faut que tu le vois. Les deux premiers que tu as dit, Claude Atlas et le deuxième. La Grande Bellezza. J'ai pas vu ça, puis je suis un cinéphile, c'est rare. Alors que écoute, quelqu'un me parle d'un film que Claude j'ai- Atlas, je te raconte, c'est un film où tu peux pas expliquer l'histoire. Tu suis 6 personnages à 6 époques différentes, dans 6 vies différentes. En fait, tu comprends rien au film pendant 3h30. Et les 10 dernières minutes, t'es là en mode genre, oh punaise, tout s'en branche et t'es là en mode genre, il faut que je le regarde quoi. Non, c'est un film exceptionnel. Wow. La Grande Bellezza, c'est un film de Paolo Sorrentino, est un énorme réalisateur italien. Il fait des films qui sont L'Uomo di più, L'homme de plus, L'ami de la famille. Il fait des films extraordinaires. Et La Grande Bellezza, c'est tu suis Jeb Gambaldino, qui est un mondain italien. C'est un mec qui a écrit un livre quand il avait 20 ans, qui a été un truc très célèbre en Italie, et tu le retrouves 60 ans plus tard. Il a jamais écrit d'autres livres et il est jet-setter, tu vois, mondain. Donc il fait la fête à Rome. C'est extraordinaire. C'est un très très beau film. Et Paolo Sorrentino, c'est un réalisateur qui mélange donc du film très classique avec des scènes oniriques. Donc t'as beaucoup d'animaux dans des endroits où ils devraient pas se trouver. T'as une girafe en plein milieu de Rome. T'as des flamants roses qui se posent sur les balcons alors qu'il y a... Tu vois, ça tient une espèce de truc un peu psyché. C'est extraordinaire. Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza, c'est un film merveilleux. Ah, très intéressant, je vais aller faire mes recherches. Là. Tu piques ma curiosité avec ça. N'hésite pas si tu veux des bons films. Moi, j'ai pas mal de... J'aime beaucoup le cinéma. Je suis très, très triste parce qu'il y a de moins en moins de bons films, je trouve. On est passé vraiment à une époque de... Rapidité, de consommation. Ouais, époque Marvel, je suis un peu fatigué. Ouais. J'aime bien les films un peu, tu sais, d'auteur, un peu... J'aime le cinéma et pas forcément les blockbusters. Mhm. Et je trouve que les Moi aussi, je suis blockbusters comme de décennie en décennie deviennent beaucoup moins mauvais. On avait des blockbusters quand on était gosse qui étaient génial. Last Action Heroes. Je sais pas si t'as vu Last Action Heroes. Non, ça me dirait. Le film avec Schwarzenegger, avec le gamin qui rentre dans le film, t'as jamais vu ça? Ouais. Un gamin qui a un ticket de cinéma magique et qui rentre dans le film. Ouais, Avec début des années 90. dans ces 90, eaux-là, avec du gros hard rock ACDC comme BO. Ok. Ça, c'était un blockbuster, mais qui était magique, tu vois, dans toute sa réalisation, dans son histoire, dans sa narration, dans comment il était fait. Et c'était un blockbuster, tu vois. Aujourd'hui, les Marvel, tout ce qu'ils font aujourd'hui, je suis assez un déçu. peu moins de contenu, de l'action. Ouais, voilà, parce qu'on veut faire du truc pop pour plaire au plus de gens et c'est Exact. assez décevant en fait. Je dirais que c'est rendu les séries maintenant qui sont un petit peu plus Et t'as énormément de intéressantes très bonnes séries. que les films. Là. Je veux dire, avant, c'était vraiment comme les classiques. Ouais, maintenant, c'est sûr que les séries permettent des narrations plus longues. Puis moi, je crois, je le vois de l'œil un peu extérieur, les séries, on dirait qu'ils se rendent compte qu'on est dans une nouvelle ère, l'ère du streaming, l'ère digitale. Comme la musique, ils nous la nourrissent de façon rapide. J'ai l'impression que leur alternative au film, au lieu de nous nourrir un film d'1h30, 2 heures qu'on va écouter probablement une fois, ils vont la diviser en 4, 5, 6 épisodes. Après, ça dépend, je pense que ça dépend un peu des narrations, mais c'est vrai qu'on est arrivé un peu à l'apogée de la série, parce qu'on a eu quand même des très grandes séries au début des années 2010. Tu vois, ça a commencé avec Lost et Les Sopranos. Exact. Et qu'est-ce que c'était bien, Les Sopranos. Oh là là. Ouais, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu à l'apogée de la série, mais il y a tellement de bonnes séries, de bons trucs qui se font. La Servante écarlate, par exemple, qui est extraordinaire. T'as quand même, ouais, je trouve qu'on a quand même des bonnes séries. Mais après, voilà, on a de la série très populaire, rigolote, pour le dimanche soir. Puis on a aussi de bonnes séries intellectuelles qui sont quand même chouettes. Puis tu sais, j'aime qu'on élabore puis qu'on aille dans les personnages. La série donne Non, un peu c'est ça, cette c'est ça que ça chance-là. permet ça permet d'avoir des personnages plus longtemps. Puis après, tu t'attaches aussi. C'est ça qui est tu t'attaches aux personnages. C'est à force de les avoir suivis sur plusieurs années, d'avoir regardé les séries et tout, tu t'attaches à eux. Donc après, C'est vrai. tu Puis, grandis avec eux, quoi, un peu. En date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe de bon là, dans ta carrière? Y a-tu quelque chose que tu mets de l'avant? As-tu un projet que tu travailles dernièrement? Là, Ben qui non, va moi, voir ouais, mon projet chanson, mon nouveau single qui vient de sortir, l'EP qui va sortir avec Woody Music, là, en collaboration avec le label suisse, qui va sortir en vinyle, qui va être distribué en Europe et au Canada, donc waouh. Et puis ouais, commencer à faire plus de shows, quoi. Là, je me suis un peu mis en stand-by, grosse fatigue à cause de la parentalité, mais ouais, reprendre les shows, se remettre à jouer, puis voilà, quoi. Puis c'est où qu'on peut te suivre un peu, là, aller voir ta musique, les vidéos? Ben, les grands classiques, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, toutes les bonnes crèmeries qu'on connaît tous, quoi. Puis sous quelle bannière, toujours ton nom? Thomas, Simon Sadier, vous me trouverez partout et vous trouverez tous mes projets en tapant mon nom. Vous l'avez entendu ici, élever la plateforme de l'heure avec le Cats. Tony, shout-out à Larry derrière la cam. Yes sir, yes sir. Merci beaucoup pour cette belle Merci les conversation. amis de m'avoir accueilli, vraiment bonne équipe, bon accueil, merci, ça Merci, fait plaisir bro. les gars. Merci à Yes toi, sir, man. man. And we out. Bonne soirée.